Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Hey, salut. Oh, Hey, salut. c'était le bruit de la canette. Ben, tu veux faire, si on fait ça par Zoom avec des micros qui sonnent tout croche, il faut bien saouler pour oublier ça. Et qu'est-ce qu'on boit pendant que t'as ta gorgée dans la bouche? La coupe canon du Bill Boquet. Ah, quand même. De ton côté, Jean... café, ça va être très agréable, j'ai l'impression. Ton côté, Jean-Nic, petite bière aussi? Ou... Non, on est à l'eau ce soir. Jean-Nic est plus tranquille parce que Jean-Nic, il a eu un bébé littéralement la journée après le dernier épisode. Hey, félicitations! Félicitations! Merci. On va essayer de vous suivre ce soir, mais disons que mes batteries sont pas à leur plus haut. Ils sont pas à leur plus haut, puis en plus, on t'a demandé de lire puis d'écouter plein de trucs à travers ça. Wow, hein? Ah, je me suis sacrifié pour la cause. Tu t'es sacrifié pour la cause. L'éducation de mon enfant en a pris un coup. Avec un nouveau bébé, c'est facile d'écouter des nouvelles séries. Je crois encore du temps. Là. T'as 6 heures de plus par nuit à écouter la TV? Ouais, quand même. 6 heures de moins à dormir. Je vous en parlerai plus tard, mais effectivement, ça laisse... pour écouter des trucs, ça laisse le temps de lire. C'est plus compliqué, là, mais... Ouais, parce que je me souviens que mon garçon, quand il est né en 2011, j'avais eu le temps d'écouter presque toutes les séries de la Ligue nationale de hockey au complet, là. Tu sais, incluant les matchs de l'Ouest, là. Puis les reprises des matchs de l'Est que j'avais manqués, là. Je me disais, j'en écouté en caisse du hockey dans ce temps-là. Mais pour lire, ça doit être un peu plus compliqué. Puis les enfants à l'âge qui sont les miens, là, ça aussi, c'est compliqué. Là. Parce que ça passe le temps chicané. En plus, ils n'ont pas le droit de voir leurs amis. Là. Ils font rien que nous tourner autour, genre dans la maison, depuis maintenant une semaine. Là. Puis ça, c'est rien. Ils veulent même pas repartir les écoles. Mais bref, c'est pas un podcast sur la pandémie, ni même sur les écoles, ni même sur les bébés. Mais on veut quand même te dire félicitations, Jean-Nic. Écoute, en plus, t'es là une semaine plus tard. Il y a quoi, une semaine et demie? Ouais, ça va faire c'est une semaine et 5 jours. Ah, bon, ben, il te reste 17 ans et 51 semaines. C'est sa fête de 12 jours aujourd'hui. Wouhou! Fait comme je te dis, il te reste 17 ans et 51 semaines. C'est une bonne chance, qu'est-ce que je te dis? Hey, il y a eu gros meeting. En fait, il y a eu beaucoup d'annonces cette semaine. J'ai l'impression qu'on essaie de, comment je pourrais dire, de préserver la foi ou de garder l'intérêt ou d'envoyer des signaux peut-être que comme quoi la normalité va revenir puis que quand ça va revenir, il y aura du stock parce que cette année, on n'a pas eu grand-chose de nouveau puis ce qu'on devait avoir de nouveau, ben, il est retardé. Et il y a eu comme 2 événements. Là, on parlera plus tard de Warner Brothers et de leur décision des réalisateurs qui sont fâchés du stock qui n'est pas sorti encore. Mais du côté de Disney, on a eu une rencontre des investisseurs et c'est là qu'on en a profité pour faire des annonces qui, ma foi, j'ai pas d'autre mot qu'une orgie d'annonces. Tu sais, avant de parler des annonces en tant que telles, la façon dont ça s'est fait, vous avez trouvé ça comment, vous autres? Moi, à un moment donné, je me suis dit, wow, c'est assez, là, on va en manquer, là. Personnellement, je vais commencer. Ce que j'ai trouvé, d'une certaine façon, c'était brillant parce que j'ai l'impression qu'il ne voulait peut-être pas annoncer ça aussi gros que ça. Mais comme tu as parlé un petit peu de ce que Warner a fait, qu'on va revenir tantôt, je pense que Disney a vu une ouverture en faisant comme « Ah ouais, Warner veut faire chier le monde, veut faire chier le cinéma. » Et il veut lancer sa plateforme et dire AT&T sur HBO Max, abonnez-vous, on va vous proposer plein de choses. Ben, tu l'as fait, ben, dis il va all-in. On parle de cinéma, on parle de plateforme, puis on parle même de rendre Hulu partout mondial. On envoie ça one shot, puis on fait comme salut Warner. Parce que, tu sais, les premières nouvelles qu'on a vues, ça a été sur la série Obi-Wan, puis rapidement, je pense que les sites Internet se sont rendus compte que c'est pas le premier article qu'ils vont écrire. Là. Ça déboulait. Jean-Nic, tu as trouvé ça comment, cette façon de faire-là? Bien, clairement, c'est une réponse. Puis, tu sais, on en a parlé dans le passé. Puis, je pense que tout le monde avait mis le doigt sur le bobo sur Disney+. À part Mandalorian, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, c'est le fun de réécouter La Petite Sirène et Aladdin, mais tu fais vite le tour de leur catalogue. Pour les adultes, il n'y a pas grand-chose. Puis, en contenu original, à part Mandalorian, puis je pense qu'il y a Hamilton, Mulan qui ont sorti là-dessus, puis la série de Jeff Goldblum, ça faisait pitié. Là, ils ont contrebalancé, mais tu sais, en sautant les 2 pieds dans la piscine. Moi, je trouve que c'est beaucoup en même temps. En même temps,
d'habitude, quand genre d'autres compagnies font des annonces de même, tu sais, mettons Warner avec leur planning de films de DC, t'as des affaires pour les 4 prochaines années, puis tu sais, t'as même pas des posters, t'as les noms, puis tu sais, souvent les films tombent dans l'oubli, puis c'est cancellé. Là, à peu près tout ce qu'ils ont annoncé, il y avait du stock qu'on montrait avec. Ça, j'ai trouvé que c'était vachement couillu, puis c'est le fun d'être capable d'avoir, tu sais, une bande-annonce ou du moins des images, entendre le monde en parler. Fait que, tu sais, ils savent où ils s'en vont, puis ça, c'est clair. Par contre, quantité. Là, ils ont annoncé 5 nouvelles séries Marvel, 8 projets sur Star Wars. Ils mettent tous les œufs dans le même panier. Là. C'est dangereux de se brûler, mais si ça fonctionne, chapeau. Puis évidemment, nous autres, on va se concentrer sur le stock un peu plus geek, mais dans la même conférence, il y a les nouveaux films de Pixar qui ont été annoncés, il y a les nouveaux films de Disney en live action qui ont été annoncés aussi. Il y en a qu'on savait déjà, Cruella avec Emma Stone, on savait déjà, on avait vu déjà des images, ça a été comme réannoncé. Moi, c'est un petit plaisir geek, là, Hocus Pocus. Je sais pas si vous autres, en tout cas, c'est peut-être moi puis ma génération, là, mais le film avec Bette Midler, à l'époque, nous autres, ça avait été comme un culte classique. Là. De savoir qu'il va en avoir un deuxième. Je le répète, Martin, on a 6 mois de différence, donc oui, je l'ai écouté beaucoup sinon ma jeunesse. OK, parfait, parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Alan, peut-être moins toi, là. Mais... Je l'ai vu une fois. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, ça a comme un peu marqué notre génération. Donc, de savoir qu'il y en allait avoir un deuxième, j'étais comme content. C'est le film qui m'a fait animer que Trick or Treat, c'était l'équivalent des bonbons où je t'agace. J'avais toujours trouvé ça très poche en traduction française. Des bonbons où je t'agace, mais bon. Ouais, exactement. Puis, tu sais, il y avait une prestation musicale de Bette Midler. Puis, tu sais, je sais pas, le genre de film qui est venu culte un peu après. Tu sais, il y a de ces films qui n'ont pas eu un gros passage au box-office, mais qui, avec le temps, s'est forgé une réputation. Tu sais, maintenant, on pourrait même se faire une chronique là-dessus tellement qu'il y en a. Je pense que ça fait partie de ça. Donc, ça, j'étais content de savoir qu'il y en avait un deuxième. Donc, on va laisser ça un peu de côté. Il y a une série sur Buzz Lightyear aussi. Tu sais, il y a des affaires pour enfants. On va laisser ça de côté. On va se concentrer vraiment sur Star Wars puis sur Marvel. On va commencer avec Star Wars parce que Marvel, il y avait beaucoup de stocks qui avaient déjà été annoncés. Puis comme tu l'as dit, Jean-Nic, on a eu des images. Ça, c'était le fun. On y reviendra. Il y a du nouveau stock qui s'est ajouté par-dessus l'annonce qu'il y avait déjà eu. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Mais pour Star Wars, sans dire que Mandalorian, ils l'ont presque fait à reculons parce que je suis pas sûr que c'est ça, mais tu sais, après Last Jedi puis le fiasco qui s'en est suivi, puis l'espèce d'incertitude, puis la trilogie qui n'aura jamais lieu de Rian Johnson, les scénaristes de Game of Thrones qui s'étaient fait mettre dehors. Écoute, il y a eu un moment donné où on n'était même plus sûr que Rogue One allait être à l'affiche. On avait l'impression que c'était une patate chaude, Star Wars. Mais là, as-tu l'impression qu'ils ont un plan plus solide, malgré le fait qu'il y a beaucoup de séries? Là? Ben, à mon avis, oui, je vois qu'ils ont un plan qui est un peu plus solide parce qu'on voit où ce qu'ils veulent se lancer. Donc, on voit que le côté Skywalker veulent le lâcher, puis ils vont profiter plutôt du après-retour du Jedi pour travailler les 20 ans peut-être qu'il peut y avoir là. Donc, la fin de l'Empire, où ce que l'Empire existe encore, qu'il peut y avoir de quoi dedans, puis qu'on est encore sur la rébellion, puis la naissance des républiques. Donc, une place qui a beaucoup de matériel, puis qui sont plus obligés de jouer avec la saga des Skywalker. Puis, je pense qu'avec Mandalorian, ça a prouvé que ça intéressait le monde, qu'est-ce qui était là. Ben en fait, l'affaire, c'est que moi, Mandalorian, là, j'écoute la deuxième saison, puis la première réaction que j'ai eue avec ma blonde, cette semaine, on écoutait l'épisode de vendredi, puis je disais à ma blonde, tu sais, ils sont en train de juste effleurer ou répondre ce que j'avais vraiment le goût de voir quand je suis allé voir Force Awakens. Je veux dire, c'était loin Force Awakens dans la timeline. Là. J'avais pas tant le goût de savoir ce qui se passait genre 20-30 ans après Return of the Jedi. Là. Ça m'intéressait pas. Il fallait qu'ils mettent un gap comme ça pour qu'on ait comme une nouvelle génération. Ben, pour suivre aussi probablement l'âge de Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, pour pas que ça ait l'air non plus trop décalé. N'empêche que moi, j'aime beaucoup la période qu'on est en train d'explorer avec Mandalorian. Là. Moi, j'adore cette période-là d'incertitude, de chaotique, où on sait pas trop qui est encore là. Il y a des planètes qui sont encore sur le joug impérial, il y en a d'autres qui ne le sont pas vraiment. Il y en a qui, là, les impériaux sont-ils devenus une genre de branche religieuse? Ou ben, ils ont-ils encore une hiérarchie? Puis moi, j'aime beaucoup cette espèce de... Je trouve qu'il y a beaucoup de stock là, moi, à aller chercher. Oui, effectivement, il y a beaucoup de stock à aller chercher. Puis justement, vu qu'ils sont vraiment rendus ailleurs avec ça, c'est qu'ils peuvent travailler sur le côté de l'Empire, puis sur d'autres choses aussi. Puis on n'est pas obligé de voir le cœur de la rébellion. Donc, tu sais, ils l'ont fait justement avec le Mandalorian. Puis ça, on regarde juste avec le listing où ils veulent travailler, les séries qui vont être dérivées du Mandalorian. Donc, on va avoir Ashoka, ça, c'était déjà sûr et certain qu'on allait avoir.
Oui, ça, je pense que ça risque d'être fort intéressant. Je pense que Rosario Dawson a très, très bien réussi son entrée dans l'univers Star Wars. Après, on avait entendu parler que quand Cara Dune avait accepté de devenir un marshal de la New Republic, il allait avoir une série sur elle. Donc, avec Rangers of the New Republic, ça s'enligne pas mal sur sa série TV. Oui, ça semble être ça, en tout cas. Là. Ouais, après ça, là, c'est pas mal les deux qui travaillent là-dessus, mais il va y avoir un film qui va se passer à peu près possiblement dans cette même période-là avec Rogue Squadron. Oui, par Patty Jenkins, donc la réalisatrice de Wonder Woman, qui fait son entrée chez Disney, donc chez le frère ennemi. Exactement, c'est le Rogue Squadron, ça c'est l'escadron qui avait été créé par Wedge Antilles puis Luke Skywalker à la fin de la bataille de la première Death Star. On n'a jamais vraiment entendu parler des films, mais sauf que quand on se rappellera toujours dans la bataille d'Endor, il parlait de Rogue Leader et compagnie. Donc, ça va être de savoir qui va présenter là-dedans. Est-ce qu'ils vont recaster un Wedge Antilles puis enfin le mettre à l'avant-plan dans quelque chose? Ça va être à voir aussi. Donc, on a quand même 2 séries et un film qui s'enlignent dans ce timeline-là. Sinon, on va revisiter les prequels et je pense que la série qui est la plus attendue, puis Jean-Nic, tu me disais que c'était probablement celle qui t'intéressait le plus. Moi, c'est celle que je comprends juste pas que ça fasse aussi... Ça a pris autant de temps avant de la voir, là, mais la série sur Obi-Wan, je pense qu'ils vont frapper fort avec ça. Là. Ben, pas que c'est elle qui m'excite le plus, mais en même temps, c'est un personnage que j'aime bien, puis j'aime bien Ewan McGregor. Fait que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire et ce qu'ils veulent raconter. Je suis pas particulièrement excité de retrouver Hayden Christensen, là, mais... non, mais il va être dans un saut. Il va être dans un saut, fait que c'est correct, ben, tu le verras pas. Justement, s'il est dans un saut, pourquoi pas prendre quelqu'un qui sait acter? Mais, gars, moi, je le dis, là, Disney, là, présentement, sont à l'ère de la rédemption là, pour les acteurs qui se sont fait massacrer dans la série de Star Wars. On l'a vu avec, justement, l'acteur qui faisait Jango Fett. Morrison. Il est revenu pour faire Boba Fett dans 2 épisodes présentement dans le Mandalorian. Edison, sa carrière, a mangé une sacrement de volée que Darth Vader a crié « Non! » Puis après, il a passé 2-3 films à pleurer. Donc... tu sais, j'ai l'impression qu'il essaie de reprendre ça. Je suis convaincu qu'à un moment donné, on va revoir l'acteur qui a fait Jar Jar Binks se faire pardonner puis se passer d'un rôle quelque part. Mais je trouve que c'est brillant d'une certaine façon de les ramener. Tu sais, ils vont leur donner une chance. Puis jusqu'à date, qu'est-ce qu'ils font avec le monde? C'est toujours un petit peu mieux. Donc, j'ai l'impression que Vader va avoir quand même un bon moment. Ça ne pourra pas être pire que Don't Choke on Your Aspiration, mais... Non, mais honnêtement, attends un peu, là. Je t'arrête 2 secondes. Tu sais, il faut comprendre que les fans de Star Wars, là, c'est du drôle de monde. Je veux dire, moi, je suis le premier qui est écœuré d'avoir des séries sur les personnages B, puis les personnages C, puis les personnages D dont je me calisse. Puis on s'est fait une expertise de faire des séries là-dessus, puis de mettre juste des petits caméos une fois de temps en temps. Là, tu nous annonces une série genre avec Obi-Wan Kenobi puis Darth Vader. Il y a encore du monde qui chiale. Moi, je m'excuse, mais Darth Vader, ça me tentait pas de le voir en caméo dans Star Wars The Clone Wars. Ça me tentait pas de le voir juste dans 2-3 épisodes de Rebels. Moi, je suis content qu'on le prenne. Là. Puis, regarde, j'aime Star Wars, j'aime Darth Vader, je suis content de le voir. Point. Puis, encore une fois, là, ça va être un beau test. Si la réception de Darth Vader est bonne, pourquoi qu'on pourrait pas avoir justement un épisode du avant le Skywalker? Tu sais, la naissance avec un jeune Palpatine, un jeune vieux Palpatine et un Darth Vader qui font leur marde pour créer l'Empire. Il y a quand même un gap de 18 ans, là, à peu près, ce qui peut se passer de quoi avec Darth Vader, qui peut faire une série puis qu'on peut le voir agir aussi. T'as pas l'impression que c'est un peu ça qu'ils veulent faire avec Obi-Wan? Ben, c'est parce qu'Obi-Wan, moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être le screen test si ça passe. Parce pour que, voir s'ils vont faire de quoi par après, parce que ils l'ont fait avec Mandalorian, ils font des tests, puis à partir de ça, ils font des bébés. Avec Obi-Wan, c'est ce qu'ils vont faire aussi, j'ai l'impression. Parce que moi, il n'y a absolument rien qui laisse... Parce qu'il y a des gens qui s'obstinaient avec moi en disant « Ouais, mais Obi-Wan, il est supposé être un ermite sur Tatooine. Il n'est pas supposé avoir vu Vader depuis le Revenge of the Sith. » Je m'excuse, là. Mais il n'y a aucun texte dans la trilogie originale qui dit « Je l'ai battu à Mustafu, là, puis je ne l'ai plus jamais revu. » Non, il n'y a aucun texte nulle part. Puis de toute façon, c'est un univers qui est étendu. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. C'est très possible que ce soit déjà revu, que ce soit déjà rebattu, puis j'aurais aucun problème avec ça. Ben, moi aussi, j'aurais aucun problème. De toute façon, Vader s'en sac ben d'Obi-Wan.
Mais j'ai hâte de voir. Puis garde de savoir que les 2 acteurs de la prélogie sont là. Je trouve ça quand même intéressant. T'as-tu plus de détails un peu sur The Acolyte, A Droid Story? Droid Story, ça va être une série, je pense, c'est animé sur les droïdes, c'est que ça va être R2D2, c'est 3PO, ça va être humoristique. The Acolyte, ça va être la naissance des Seigneurs Sith. Ah, OK. Ça fait que pour moi, ils veulent aller dans les Old Republic, ça fait qu'ils veulent travailler sur le côté obscur de la force. C'est-tu film, série, c'est en des séries animation? TV, ça. Des Acolytes, ça va être une série TV aussi, je ne me trompe pas. Lando, ça va être fort intéressant parce que ça, c'est l'autre test pour savoir si Han Solo va revenir. Mais c'est dans l'univers de Glover, là. C'est pas dans celui de... de... l'univers de Glover, sauf que il peut y avoir des caméos de Han Solo là-dedans, et donc on peut ramener Han Solo. Et pour les gens qui se posaient des questions, est-ce que Darth Maul peut revenir? Il ne faut pas oublier que dans l'univers de Lando et de Han Solo, Darth Maul est le Crime Syndicate principal. Oui, effectivement. Donc, si on a oublié que Ray Parker forçait une vidéo de blowjob sur Instagram, peut-être qu'il va revenir chez Disney, on va le recaster tout simplement. Ça a l'air que chez Disney, on n'est pas fort de ça. Ouais, hein? Non, effectivement. Ça a l'air qu'on trippe pas fort sur les vidéos de blowjob. Je dis ça de même. On verra. Sinon, j'en ai-tu oublié une? De Bad Batch, qu'on avait vu 2 épisodes dans la dernière saison de Clone Noir, donc les espèces de clone troopers qui ont une personnalité plutôt bizarre. Donc, c'est une gang de redneck clone troopers qui ont leur série. Tu oublies Endor aussi, que ça fait longtemps qu'il s'en venait. Ça, c'est le personnage de Rogue One, c'est ça? Exactement, le personnage qui était plus intéressant de Rogue One, qui va avoir sa propre série. Pas besoin de vous dire que ça se passe avant Rogue One parce qu'il a un petit peu explosé avec une planète. Bon, spoiler. Bon, c'est ça. Tu n'avais pas averti personne. Ah, OK, excusez-moi. Mais quoi qu'avec Disney, tu sais, on va dire comme toi t'as dit tantôt, c'est un univers étendu, tu sais. Il a peut-être survécu. Ouais, c'est peut-être un clone. Il est peut-être en dessous d'une roche à quelque part, ou il a réussi à se rematérialiser à quelque part, ou il est sur Hexagol avec Palpatine. Ouais, il était sur une plage, puis une Death Star, il a tiré dans la face. Ouais. L'empereur en avait fait un clone, puis il le ramène. Ça serait-tu bon, ça? Ça serait-tu bon? Non, mais effectivement, c'est que c'est le line-up qui s'enligne jusqu'à 2023, puis si on compte 2023, que c'est dans 2 ans, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries plus un film. Hey, c'est du stock en tabarslac, là. Ça fait une série aux 2 mois plus un film. Aïe aïe! Mais, et tout ça, évidemment, sur Disney+. Et s'ils continuent sur le même format qu'ils ont, ce qui est merveilleux, c'est que ça roule aux 8 épisodes. Ça roule aux 8 semaines, donc aux 2 mois. Donc, ils vont s'assurer d'avoir des émissions qui roulent en permanence, qui vont faire « Arrêtez de vous désabonner, il y a toujours quelque chose de nouveau. » Ben oui, parce que ça, c'est leur gros problème, là. J'ai tellement vu de gens dire « Ben moi, j'attends que Mando finisse la semaine prochaine, je m'abonne un mois, je me clenche la saison 2 et je me désabonne. » Parce que c'est leur gros problème, c'est ça. C'est ce que Jean-Nic disait tout à l'heure. Ils n'ont pas ou peu de contenu. Donc, t'attends quand les 8 épisodes sont disponibles, puis en plus, on va être en confinement, t'as juste ça à faire. T'abonnes un mois, t'écoutes ça en ligne. Y a quelqu'un qui s'appelle, c'était quoi, Star Wars Vision? Non, je ne sais pas c'est quoi. Et là, il y a sûrement des auditeurs qui vont nous écrire en écoutant le podcast. Vous êtes des mauvais, c'est ça. Excusez-moi, je suis occupé à jouer C'est pas en WandaVision. 2077. Hein? C'est WandaVision. OK. Ouais, c'est ça. C'est version Star Wars. Mais c'est drôle, tu fais le lien. Mais parlons maintenant des séries qui ont été annoncées pour Marvel. Hey, beaucoup de stock là aussi. Peut-être commencer avec ceux qu'on a vu des images, deux bandes-annonces de Falcon et Winter Soldier et Loki. Honnêtement, moi, celle des 2 qui m'intéresse le plus, c'est Loki et j'ai adoré la bande-annonce. J'ai vraiment adoré. Juste pour revenir sur le Vision, c'est des courts-métrages d'anthologie d'animation. Ça veut dire que ça va 10 réalisateurs différents qui vont faire des courts-métrages en animation, tout simplement. OK. Merci, Alan. Mais entre Loki et Falcon de Winter Soldier, moi, la bande-annonce de Loki m'a vraiment, vraiment mis dedans. D'abord, j'adore Tom Hiddleston. Je trouve que son personnage est génial. Puis j'ai l'impression qu'il nous amène complètement ailleurs, là. J'ai hâte de voir cette série-là. C'est bizarre, dans la bande-annonce, je m'attendais à voir Mario Dumont. On l'a pas vu, hein? Mario Dumont? Ben, c'est parce que, je sais pas, il n'est pas à TVA tout le long de l'annonce. Hein?
Ben, Oui, OK. j'avais remarqué l'espèce de logo qui fait exactement... Même ils disent bienvenue chez TVA. L'organisation dans laquelle ils se ramassent s'appelle TVA. Hey, j'ai même pas... Quel monde va écouter ça en français? Ça va être drôle en salle. Bienvenue chez TVA. Hey, j'ai même pas remarqué, tabarouette. Vous remarquerez là, le logo qui est sur l'écran quand ils le mettent, ça ressemble dangereusement au logo que TVA a présentement. Oh, ouais, ça fait que Pierre-Carl, t'as une cause. Ta chance. T'as une cause. T'as une cause, mon ami. Mais ça a-tu l'air bon? Sérieusement, ça a l'air cool. Là. Puis ça avait été un peu ça a été un peu seté par Avengers Endgame quand ils quittent avec la pierre d'espace. Mais honnêtement, ça a vraiment l'air cool. Là. Ça a l'air drôle. Ça a l'air être un gars qui est pogné par la police du time travel puis du contrôle des voyages interdimensionnels parce qu'on sait que Disney, avec Marvel, ça va dans le multivers. Oh, oui. On va parler un peu de Spider-Man tantôt. C'est qu'on a l'impression qu'il est pogné avec une police de tout ça. Puis au niveau il est tellement fucké dans plein d'univers puis qu'il voyage partout. Je sais pas si vous avez remarqué la séquence d'une seconde où vous voyez Black Widow qui est assis. Ah non, je l'ai même pas vu. Oui, Black Widow est assis dans son purgatoire où elle est morte, puis tu le vois pendant une seconde. Ben, j'ai vu qu'il y avait des séquences de Avengers qui avaient été rejouées, il y avait des trucs qu'on voyait très, très, très rapidement. Mais moi, c'est probablement la série qui m'intéresse le plus là, chez Marvel dans ce qu'on a dévoilé. Là. Falcon and the Winter Soldier, je vais lui donner sa chance. Là, je vais probablement l'écouter, mais les deux personnages m'intéressent pas. Fait que... Ouais, c'est la série qui a plus l'air d'un film. Sérieusement, au niveau action puis de la façon que ça a l'air à se dérouler, là, c'est très cinématique puis il y a l'air d'avoir du cash qui passe là-dedans à la minute. Ouais, effectivement. Il y a que les séquences qu'on voit que Falcon qui se passe avec des hélicoptères puis des canyons, on voit que ça risque d'être une série qui est très, très action. De toute façon, avec les deux personnages qu'il y a là, pas trop le choix. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai presque plus hâte de voir parce que, tu sais, je suis un fan de Captain America puis Falcon, je l'aimais bien gros puis, tu sais, pouvoir le voir plus agir que des films parce qu'honnêtement, on l'a pas vu faire grand-chose, Falcon. Non, on n'a pas fait grand-chose. À part à ta droite. Puis il est sorti d'un portail. Ouais, il a quand même pété presque un hélicarrière au grand complet. Ou c'est à lui tout seul, là, dans Captain America 2, c'était quand même pas pire aussi. Mais non, c'est vrai, c'est un personnage qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est que oui, j'ai beaucoup d'attentes. Loki, ça a l'air être drôle, mais à savoir ce que ça s'en va. Et WandaVision, c'est la série où je suis le moins sûr. Côté artistique, ça a l'air super intéressant, mais où c'est que ça s'en va? On dirait qu'ils en ont pas assez montré. Ils axent tellement sur le fait que le premier épisode est à la... comment ça s'appelle la série? La sorcière bien-aimée. La sorcière bien-aimée, mais ils ont mis ça en noir et blanc. Ils ont tellement de l'air axés là-dessus qu'on ne comprend pas ce que la série s'en va. Oui, on comprend que ça a de l'air sympathique. Et de ces deux personnages qui ont mal travaillé dans les films. Scarlet Witch, à part le fait qu'on sait qu'elle est fucking trop puissante, on ne sait pas si c'est une mutante, on ne sait pas si c'est une sorcière, on ne sait pas si c'est une télépathe, si c'est une télékinésiste, on ne sait pas ce qu'elle fait. Puis Vision, c'est le fraîchier de la gang. Mais moi, ça me semble quand même... excuse-moi, Jean-Nic, je te redonne la parole tout de suite après, mais ça me semble quand même assez clair que on est dans un genre de House of M version cheap, là. Non? On est dans sa tête à elle, là. Je connais pas beaucoup l'univers Marvel. Le House of M, je suis familier rien qu'un petit peu avec l'histoire. Je sais que c'est elle qui pète les plombs et qui apporte beaucoup de changements comme dans l'univers. Puis je pense que c'est ça que la série semble vouloir faire. Puis, on s'en va beaucoup dans le multiverse. Puis Alan en a parlé un petit peu tantôt. Là, toutes les séries ont l'air d'ouvrir ça. Puis je pense que la raison pourquoi ils veulent pas trop en montrer, c'est que ça va s'en aller là beaucoup. Moi, je pense qu'elle, c'est ça. Moi, je pense qu'elle sente, là. Je pense qu'elle sente de ça, là. Moi, j'ai pas mal l'impression qu'on a le droit à un genre de série à la House of M, puis que dès les premiers épisodes, on va rapidement se rendre compte que c'est tout dans sa tête, là, puis qu'elle est brisée, là. On le voit, là, comme l'univers qui se défait autour d'elle. J'ai comme l'impression qu'ils sont soit détenus dans quelque chose ou qu'elle est en train de virer folle. Puis, la série va en profiter pour passer à travers des styles de plein de sitcoms américains. Mais en même temps, ça va être sa dégradation à elle, puis ça va nous amener vers le fait qu'elle pète les plombs, puis il y a des modifications qui vont être apportées dans l'univers Marvel. On s'entend, là. Vraiment, ils veulent pas trop en montrer. Ça va finir avec Doctor Strange qui sort de là, qui essaie de la sauver. Adler est tombé enceinte aussi dans la série. En plus, là, puis c'est-tu un vrai ou... Il ne faut pas oublier que la crise de House of M, si j'en ai que tu ne connais pas vraiment ça, dans le fond, c'est que Wanda Maximoff, avec The Vision, elle a une relation amoureuse sérieuse dans les BD. Ça, c'était ça depuis des années. À un moment donné, elle a eu des enfants avec un robot.
Et je ne sais pas pourquoi, dans les années 80, personne ne s'est posé de questions avec ça. Jusqu'au temps que Bendis est arrivé à l'époque de Disney, de Marvel, puis qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire Avengers Disassemble. Mais c'était pas Bendis qui était là-dessus. Mais je pense que Bendis était sur Disassemble. Je te dis ça vite de parce même. c'est lui qui a construit Avengers après. Ça fait longtemps que j'ai eu là. Ça, dans le fond, les Avengers se sont toutes faites péter au grand complet parce que Wanda Maximoff, à un moment donné, elle s'est levée un matin et elle a fait « Hey, mes enfants, ils existent pour de vrai? » Puis ces deux enfants, ils ont popé d'en face. Puis c'est elle, avec sa magie X, était tellement en amour avec The Vision qu'elle avait créé par magie deux enfants. Oui, puis elle est Quand venue s'est rendu complètement compte qu'elle cinglée. les a élevés pendant une dizaine d'années et qu'ils n'ont pas existé, elle a fait un breakdown total. Ça fait qu'elle a summoné plein d'entités qui avaient déjà manqué de les Avengers souvent, puis ils sont tous arrivés en même temps. Puis les Avengers. Oui, c'est ça. Puis c'est vers la fin de ça où elle recrée le monde selon les désirs de chacun. Là. Non, c'est parce que quand elle a fait sa dépression, elle a envoyé le monde chemin dans un monde parfait. Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'ils l'ont réveillé, ben, elle dit No More Mutant, puis il n'y avait plus de mutants. Donc, c'est ça, parce que dans le monde soi-disant parfait, ça répondait aux aspirations de plusieurs personnages clés. Tu sais, Magneto était le roi du monde, Wolverine se rappelait de tout son passé, puis il était avec Mystique, je pense, en couple. Mystique, exactement. Dans une espèce d'agence. Puis non, c'est une excellente série, House of M, mais je pense qu'on va aller chercher beaucoup de trucs là-dedans pour cette série-là. Mais hey, savez-vous quoi? La beauté de la chose, c'est que ça se peut qu'on soit complètement à côté de la track, mais de ce que j'ai vu... Il y a une série qui s'appelle Secret Invasion, ça fait qu'il s'enligne sur un autre méga event des Avengers. Exact. Tiens, t'as le listing devant la face. Passe-nous-les, on va en parler un peu. Donc, on a Captain Marvel 2 qui va présenter une nouvelle Captain Marvel pour se débarrasser de celle-là personnelle. Mais elle va être encore là, par exemple. Ça a été confirmé que Brie Larson est là. Il va annoncer assez rapidement. On a un film que personne n'attendait qui a été annoncé, Armor Wars. Sérieusement, l'idée, le concept du film est tellement génial. Dans un monde sans Tony Stark, puis que peut-être sa technologie s'est ramassée partout, qui va protéger le monde des armures de Stark? War Machine. Ouais, j'ai trouvé ça bon aussi, moi. Je suis curieux de voir ça. Il paraît qu'il y a un gars là, qui jouait dans un film d'Iron Man 1, là, présentement, il regarde où ce que... Il regarde son chèque de paie et il se pète la tête sur le mur. Il fait comme, j'ai chialé pour 1 million à l'époque, puis check où ce que l'autre est rendu. Ça fait que quelle mauvaise décision. C'est Jimmy Fox. Salut, Jamie. Quelle mauvaise décision. Non, c'était pas Jamie Foxx, c'était... C'est pas Jamie Foxx qui l'avait fait dans le premier? Non, crime. C'est quoi son nom? Ça fait 20 ans de ça. Je vais te le trouver, là. On est vraiment préparé à soir, là. Mais c'est pas Jamie Foxx. C'est qui de beau? Pas Don Cheadle qui jouait dans le premier? Don Cheadle est arrivé dans le deuxième. C'est lui qui a pris la place. C'est lui qui a pris la place après. C'est lui à Star, mais j'ai toujours eu dans la tête que c'était lui. Non. Dans le premier, c'était Terrence Howard. Ah, Terrence Howard, c'est vrai. Chris, il n'a plus jamais rien fait d'après. Non, lui, là, très mauvaise décision. Lui, c'est parce qu'il faut se rappeler, là, pour le bénéfice des auditeurs, que quand Iron Man commence, Robert Downey Jr., c'est une disgrâce, là. Puis le film a pas l'air de vouloir faire vraiment d'argent. Puis, tu sais, écoute, c'est un personnage B, puis personne croit au projet. Puis Terrence dit, moi, je vaux plus que Robert Downey Jr. actuellement sur le marché. Donc, tu vas me payer soit le même prix ou plus cher que lui. Et quand est arrivé le deuxième, il a voulu refaire la même affaire. Ils ont fait, garde, sais-tu quoi, mon chum? On n'a pas besoin de toi, là. Puis ils l'ont recasté. Puis, garde, ça a marché, tu l'as oublié. Ouais, et puis Don Cheadle va revenir. J'ai parlé de la série Secret Invasion qui va suivre Nick Fury dans l'espace, comme on l'avait vu à la fin du deuxième Spider-Man. Oui, donc ça commence à dater. Non, c'est pas si pire, ça date pas tant que ça. On a un potentiel holiday spécial à la Star Wars. Avec là, Guardians of the Galaxy. Qui peut flopper à ce point-là. Le film dont tout le monde se sac, Iron Heart. Ouais, ça, OK. Surtout que, sérieusement, toute la gang, là, ben moi, j'ai pas suivi cette série-là de Iron Man, où c'était une fille, c'était sa nièce, noire, je pense, qui avait pris... c'est une jeune fille qui c'était pas sa nièce? C'était pas... Non, je me rappelle plus. En tout cas, c'est quelqu'un avait pris... Je me rappelle que c'était une jeune fille noire qui avait pris l'armure, mais je me rappelle pas de son nom. Mais en tout cas, ça va s'en aller. Je sais pas si c'est une série TV ou un film, parce que c'est particulier, c'est un film. Il va y avoir les mini-films de I Am Groot. Mm-hmm. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, ça risque d'être fucké en salle, ça. Encore une histoire où ça va voyager dans plein de dimensions. Et la nouvelle que tout le monde attendait, là, ils ont mis quand même, c'est Jason Watts qui avait réalisé le premier Spider-Man, le Homecoming. Mm-hmm.
Ils l'ont foutu sur Fantastic Four. C'est confirmé. Ils vont rentrer dans le Marvel Studio, mais en film. Ça ne sera pas une série TV. C'est qu'ils vont vraiment avoir leur film. Et est-ce que cette fois-là est la bonne? C'est John Swartz qui s'appelle le réalisateur. J'espère que ça va être la bonne, mais ce que j'ai surtout hâte de voir, ça va être le casting. Ben, je pense que c'est là-dedans que ça va se jouer, là, plus qu'autre chose, on s'entend, là. Oui, ça c'est sûr et certain, là, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que le casting va s'en aller parce que oui, il peut faire de quoi. Puis j'ai une petite idée de qui pourrait faire un Mister Fantastique qui est sympathique. On l'a vu dans des films où ce que ça jasait pas trop ces temps-ci, puis il était très apprécié dans des The Office. Ouais. J'aimerais beaucoup le voir. Il joue peut-être sur une grosse série sur Amazon Prime. Oh, et aussi, j'ai pas mal de nageurs secrets là-dessus. Ça fait que moi, je ne vais pas plus loin dessus. C'est mon guess de qui que je casserais pour le faire. Okay, mais moi, je te dirais, j'aime pas Marvel, puis je déteste Disney. Mais je vais lui donner une chose, là, le casting, il se trompe rarement. Il n'y a pas beaucoup de films de super-héros qui sont pas genre spot-on avec le personnage. Fait qu'il aille avec ce que le public veut ou avec des choix un peu moins conventionnels, je pense que ça, au final, ça va plaire à tout le monde. Puis, excuse-moi, visiblement, ils n'ont pas abandonné le côté cinéma, en tout cas, parce qu'ils ont annoncé des séries, mais ils ont annoncé des films aussi. Puis ça, c'est rassurant. Ouais, mais c'est pas Avenger 4 qui ont annoncé, puis c'est pas des. Je veux dire, mettons Ironheart, puis comment ça s'appelle, Armor War, là. On s'entend que c'est des personnages. Ouais, mais moi je pense qu'ils sont, sont dépassés, Avengers. Ils n'ont plus besoin d'Avengers, là. Thor, le nouveau Thor, le nouveau Doctor Strange, le Fantastic Four, ils n'ont plus besoin d'appeler ça Avengers. Là. Ils vont pouvoir avoir qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent dans le film. Exactement. Tu parles de Thor. Sif va revenir. Les Gardiens de la Galaxie vont être dans ce film-là. Ça se demandait si Mark Ruffalo va pas faire un caméo aussi. Exact. Puis parlant de Mark Ruffalo, puis tantôt on parlait de la rédemption de certains acteurs là, dans ce côté de Star Wars. Mark Ruffalo a été confirmé dans la série She-Hulk. Et pas rien que ça, Tim Roth a été signé pour revenir avec son Abomination, tu sais, du film qu'on a oublié qui faisait partie du même univers avec Edward Norton. Non, on l'avait complètement oublié. Ouais, puis pourtant, c'est le meilleur film de Hulk qu'il y a eu, là, mais il n'avait pas encore assez pogné à l'époque. Mais Edward Norton aussi avait quelques différends avec Disney à l'époque sur la vision des shows. Mais Tim Roth va revenir quand même avec son Abomination, donc... Non, c'est une excellente nouvelle. Puis comme je te dis, moi, je pense qu'on est passé le point des Avengers. Tu n'as plus besoin des Avengers. T'sais, Doctor Strange, on sait que Wanda va être dedans. Ouais, mais ce qu'ils ont, genre, en ce moment, avec les gros noms, puis tu sais, je vais dire, Doctor Strange, c'est un gros nom, là, c'est des trucs qui sont pré-COVID. Dans ce qu'ils ont annoncé de nouveau, il n'y a rien de super gros personnage. Là. D'après moi, ils vont avec des trucs un petit peu plus petits, puis ils se disent, si on frappe un circuit, tant mieux. Et si jamais ça se plante, au moins, on n'aura pas mis tant d'argent que ça. Mais je pense que Fantastic Four, c'est un peu ça. Moi, c'est le dernier film que je vois avant peut-être un event où tout ce monde-là se rencontre encore une fois. Là. Parce que s'ils travaillent le multivers, là, il y a une possibilité ici là, de laisser des clés dans chacun des films pour une histoire plus large à propos du multivers. Là. Ou encore mieux, c'est l'ouverture vers les mutants. Entre autres, mais moi, je m'attends à peut-être une annonce qui... un peu, je rallie un peu les deux théories. Tu sais, j'en ai qui se sont peut-être pas avancés sur la fin de cette phase-là en se disant, on va-tu se rendre là? On va le laisser à la porte, mais je suis pas mal convaincu qu'ils ont une idée d'une finale, tu sais, de quelque chose qui va être un peu semé dans chacun des projets dont on vient de parler. Là. Ben, on parle de Captain Marvel, de Secret Invasion, de trucs qui se passent dans l'espace. On amène les Fantastic Four. J'ai l'impression que peut-être que le main event qu'il va y avoir dans 3 ans, ça va être Galactus. Ben pourquoi pas? Puis si en plus de ça, t'as comme en mortaise le fait qu'il y a un multivers, puis qu'il y a des portes d'ouvertes, puis que tout le monde semble vouloir se mélanger, puis que pendant qu'ils sont concentrés là-dessus, il se passe de quoi d'autre dans l'espace, que tout ça puisse quand même se mélanger un peu. Moi, je pense que tu as un arc qui peut être intéressant, puis qui peut mener à un film, un event, là, quelque chose de gros. Là. Mais tu sais, ça, c'est moi qui dis ça. Là. Puis si on va dans l'historique de Marvel, que le fait que les Éternels sont à la base des mutants, en amenant les Éternels, est-ce qu'ils vont les utiliser pour expliquer la venue des mutants sur Terre aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être pas mal le prochain move de Disney d'amener les X-Men dans leur univers. Il faut, là, ils ont payé pour. Ils ont payé pour, donc ils s'en vont là-dessus. Puis sans compter que là aussi, là, tu parlais de films qui n'étaient pas au niveau d'Avengers qui t'ont annoncé, mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils font avec Spider-Man 3? C'est audacieux. D'ailleurs, ils l'annoncent pas, hein? Ils annoncent juste tout ce qu'il y a autour.
Les contrats, on ne les voit pas signer. On a beaucoup de oui-dire, mais sérieusement, là, quand ils ont confirmé c'est Alfred Minola qui a été signé pour retourner dans Spider-Man, c'était presque sûr qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire allaient revenir rendu là. Là, c'est parce que tu as Jamie Foxx qui était dans le deuxième, dans l'univers d'Andrew Garfield, qui semble être là-dedans. Tu as Molina qui vient de signer. Molina qui vient de signer. Ça n'a pas été infirmé, il me semble, cette semaine, que Jamie Foxx, finalement, c'était. Ben, il me semble que c'était pas cané. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que il n'a pas été annoncé ce film-là, puis il y a une raison, c'est que ça a l'air d'être compliqué, là, mais ils ont une volonté. Là. Clairement, il a l'air d'avoir une volonté. Ça fait 3 semaines que le film se tourne. C'est commencé tout, là? Oui, le tournage, j'ai commencé, ça fait 3 semaines. Ah, ça, je ne savais pas, par exemple. Ils ont une seule franchise, Marvel, qui est problématique, qui sont encore pognés en guerre avec un autre studio qui prête le personnage. Ils ont choisi ce film-là pour mettre le multiverse et aller chercher toutes les autres itérations du personnage. Ça démontre quand même une volonté de vouloir plaire aux fans. Je trouve ça correct. Ce qui est merveilleux, c'est que ça va pouvoir mettre une fin à Andrew Garfield qui n'a jamais réussi à avoir son 3e film. C'est qu'ils vont pouvoir peut-être terminer son personnage-là. Ça va être un beau clin d'œil à Tobey Maguire de pouvoir revenir. Puis, et ils vont tout faire ça avant Flashpoint. Ça, c'est pas à négliger. Avant Flashpoint? Ben oui, ça va tout ça, je suis convaincu que ça va sortir avant Flashpoint. Spider-Man sort l'hiver prochain. Ben, oublie ça, là, ils ont pété Warner, là. Puis Warner, encore une fois, se sont pétés à gueule dans leur propre lacet alors que les personnages leur appartiennent. Ouais. Ben, ouais, mais en même temps, il n'est même pas encore annoncé ce film-là. Je suis pas sûr qu'il va être sorti l'hiver prochain puis que ça va être avant. Spider-Man est en tournage. C'est quoi que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit? Il est en tournage depuis 3 semaines. Mais ils ont bien des films à sortir et les cinémas ne sont pas ouverts. Calme-toi. Ça, c'est trippé sur Warner fort, ton affaire. Là. Flashpoint n'est pas encore en tournage. Keaton n'a pas encore mis son costume. Ils n'ont même pas encore fini d'écrire le scénario. Spider-Man est en tournage. OK? On peut-tu leur donner qu'ils ont un petit avantage? Puis de toute façon, c'est pas la première fois qu'ils feraient ça. Là. Tu sais, c'est pas. Ils ont sorti BVS, Batman vs Superman, je pense, la même année que Civil War. Puis Civil War l'avait sorti, je pense, 3 mois avant. Puis pourtant, les deux projets étaient pas pensés au même moment, mais ils se font damer le pion par un studio qui, peut-être justement par le fait qu'ils sont obligés de faire des compromis puis de négocier avec d'autres, puis peut-être que ça les motive plus qu'un gros studio qui ont l'air d'être assis sur le derrière puis qui ont toutes leurs propriétés puis qui savent juste pas quoi faire avec. D'ailleurs, ça nous amène à notre prochain sujet, j'imagine. On avait fait le tour. Ouais. Ça nous amène à Warner Brothers qui, visiblement, se fera pas d'amis. Là. Écoute, moi, j'ai rarement vu une affaire de même que tes réalisateurs sortent d'un média pour te traiter de tout et non. Là. Et on fait référence ici à Denis Villeneuve et à Christopher Nolan qui ont tiré à boulet de canon sur le studio et sur la décision des TNT. Moi, j'en ai que j'ai jamais vu une affaire de même. Non. En même temps, c'est jamais arrivé une affaire de même non plus. Tu sais, je veux dire, moi, je suis d'accord avec Nolan puis avec Villeneuve. En même temps, il faut se mettre dans leurs souliers à eux. Eux autres, ils défendent le travail qu'ils ont fait. Ils travaillent aussi, les artisans qui ont travaillé ces films. Et ils travaillent pour les poches aussi. Là. Eux autres, ils savent qu'ils ne verront probablement pas les mêmes dollars que si le film était sorti en salle. Parce que, au final, les spectateurs en tant que tels, on va être gagnants d'un move comme ça. Puis, c'est pas nous autres qui va être perdants de ça. Par contre, Warner, ils n'ont pas l'air à se rendre compte que s'ils se mettent à dos, la plupart des réalisateurs, les équipes de production, ça va lui faire mal, puis ça va être difficile d'empêcher. Là, ils ont essayé de faire un cadeau à Patty Jenkins, puis elle s'en va réaliser un film chez Disney l'année prochaine. Puis elle n'a pas aimé le cadeau en plus, hein? Elle aura carrément dit. Là. Fait que je pense qu'ils ont travaillé maladroitement. Par contre, l'avenir va nous dire s'ils ont raison ou non. Parce que, au final, on s'en calisse un peu de ce que le réalisateur veut. Ceux qui mettent l'argent, c'est le studio. Fait que c'est eux autres qui prennent la décision de ce qu'ils font avec. Puis, le public, en général, back Warner et TNT, ils sont contents de savoir que les films... aux États-Unis, la situation n'est pas la même qu'ici, puis la plupart des gens ne veulent pas retourner au cinéma. Fait qu'ils sont contents de savoir que les films vont sortir et qu'ils vont pouvoir les acheter. Là, on voit les prix sortir, puis ça ressemble un petit peu à dîner, donc c'est de la merde. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va voir 2 films par année, de payer 30$ pour une famille de 4, c'est pas si cher, puis le monde va être content d'avoir cette alternative-là. Oui, le monde est content, sauf qu'il n'y a pas d'argent qui se fait avec ça. Un film de 200 millions ne sera jamais rentable en location, c'est totalement impossible. Et, il est plus qu'un film qui sort tout simplement pas. Non, mais non. Là, l'argent est dépensé. Les films sont prêts à sortir. Ils ne peuvent pas y sortir. Là, ils ont le choix soit de faire moins d'argent avec
soit de ne pas en faire. Ouais, mais Non, le il y a problème. des films qu'il faut que soient retardés. Parce qu'il ne faut pas t'oublier là, que quand tu fais des niaiseries, même, il faut que tu prennes le côté de Denis Villeneuve qui a tourné un film qui est un grand déploiement, qui est fait pour être vu à IMAX. C'est pas juste ça. C'est que Warner, dans leur mentalité de cave, ils font des films avec des suites, mais ils signent jamais les 2 films directement en mettant l'argent. Ils attendent de voir le cash qui rentre. Ça fait que d'une, non? S'il ne fait pas une crise de scène, personne ne va vouloir aller le voir parce qu'il n'y aura jamais la suite. C'est un film qui n'a pas de fin. Ben, le Ça gros... fait que, moi, si tu ne me confirmes pas que le film va faire du cash puis qu'il va y avoir une suite, là, je ne veux même pas le voir, ce film-là. J'ai vu la bande-annonce, je ne veux même pas aller plus loin que ça parce que le film n'aura pas d'hostie de fin. Ben, l'un des problèmes, puis c'est ce que Villeneuve dit dans sa lettre ouverte aussi, c'est que moi, je comprends le point à Jean-Nic. C'est-à-dire, t'es mieux de faire du cash, même si c'est peu, même si c'est pas rentable, que pas pantoute. Sauf que tu pervertis quand même l'art et tu risques de peut-être saigner les derniers qui allaient dans les salles de cinéma. Tu risques de les conforter chez eux puis de leur faire dire « Sais-tu quoi? J'aime mieux ça chez nous finalement. » Puis quand tu vas repartir, ces gens-là seront peut-être plus au rendez-vous. Puis il y avait un problème aussi dans le monde, il ne faut jamais l'oublier. C'est le même problème que le début-fin des années 70. La plupart des salles de cinéma aux États-Unis puis au Canada sont désuètes. Sont pas belles. Et le monde y allait parce qu'il y avait des exclusivités. Si tu annonces que cette exclusivité-là ne tient plus, tu viens de tuer la dernière motivation des clients de se rendre en salle et tu viens de perdre un montant d'argent assez important. Je suis d'accord. En même temps, il ne faut pas oublier que le seul studio qui s'est mouillé avec son blockbuster, c'est Warner. Ils ont sorti Tenet parce que Nolan les a écœurés. Il ne voulait pas que le film aille en VOD. Il a dit, vous me sortez ça en salle. Warner, ça ne lui tentait pas. Finalement, ils l'ont fait. Puis ils n'ont aucune excuse. Il n'y avait aucune autre nouveauté de ce calibre-là. Il y avait le box-office à lui tout seul pour genre 4 mois. Là. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Puis le film a réussi à pas rentrer dans son argent. Oui, parce qu'il y a une différence avec ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, puis que Nolan a sorti son film. On était d'un pic de la pandémie, puis il n'y avait pas de vaccin qui est encore annoncé. Là, on a peut-être une chance que les choses vont revenir à la normale au milieu de l'été prochain. C'est que t'es-tu mieux d'attendre pour une méga production, d'attendre 6 mois, prendre le guess, d'attendre 6 mois, voir si ça va bien se passer. Ou, tu sais, je peux comprendre pour Wonder Woman, tu sais, c'est un film qui coûtait cher, c'est une grosse production, ça fait longtemps qu'il attend. Tu peux le faire pour un de tes films de ton listing pour essayer de faire un peu de cash là-dessus, mais tu le fais pas pour tout. Hey, t'es allé jusqu'à Matrice, là. Oui, mais en même temps, du côté monétaire puis du côté consommateur, ils ne peuvent pas perdre, Warner. Imagine que la situation s'est améliorée, qu'on est au mois de juin l'année prochaine, là, puis que le virus est éradiqué, mettons, à moitié, là, puis les salles de cinéma sont ouvertes, puis tout retombe à normal. Les films qui vont sortir, là, le monde va pouvoir aller voir en salle pareil. Oui, mais le monde qui veulent vraiment... Oui, mais c'est ça, le problème. Warner, ils sortent mais attends peu, mais c'est ça le problème. Et ça, là, on a déjà vécu ce film-là. Sais-tu quand est-ce qu'on a déjà vécu ce film-là? Puis Alan va s'en souvenir. On a vécu ce film-là. Là, ma mémoire me fait peut-être défaut. Milieu des années 90, quand on a fait tomber l'exclusivité sur les locations d'un club vidéo. Puis qu'on a décidé qu'on sortait à vendre le film en même temps qu'en location. Quand t'as fait ce move-là, là, t'as annoncé la mort des clubs vidéo. C'était terminé. C'était sûr que ça allait être terminé parce que t'étais obligé, puis c'est toujours triste dans une industrie d'être obligé de dire ça, mais t'es obligé d'obliger le monde à venir dans ton commerce. Tu comprends? Fait que si tu le rends... Oui, mais c'est ça, mais si tu le rends en simultané, là, Jean-Nic, là, tu viens de tuer le cinéma. C'est terminé. Il n'y en a plus. C'est terminé. Parce que t'as des gens qui vont se dire « Fuck off, pourquoi je me déplacerais quand je peux l'avoir sur ma télé au même moment? » Pas juste ça. En plus, si tu sors sur ta TV en même temps, là, t'élimines le fait qu'il y a quelqu'un il faut qu'il essaie de voler une copie des studios. On va qu'il filme ça avec son cellulaire tout croche. Screen cap, day one. Ah non, tu l'as rendu complètement accessible au piratage. Le piratage va réexploser. Tu sais, le louer des films, là, ça a marché là, 3 mois. Mais s'ils le font à tous les films, là, hein, le premier film, il va y avoir genre 600 000 personnes qui vont le louer. Le deuxième, 400 000, 300 000, 200 000. Puis des budgets de 300 millions pour un film, c'est fini. Ça va ratisser les cinémas. Ça va faire qu'il va en avoir moins, puis ça va faire probablement que les studios... Le piratage va exploser des films. Le piratage va tellement exploser. Et le problème, Jean-Nic, c'est que ces films-là, c'est des... Parlons des films à grand déploiement, là. 250 millions et plus de budget par film, là. Ouais. Ça sera jamais rentable sur Netflix. En fait, tu condamnes le milieu du cinéma à faire des old guard pour le reste de leur jour. C'est ça que tu fais. Si tu n'as plus de sortie en salle, tu condamnes le milieu du cinéma
à revoir leur budget à la hauteur des films qui se font sur Netflix. T'as-tu vu Il y a les rien films qui qui se sont font à sur 100 Netflix? Ben, écoute, c'est l'offre et la demande. Si c'est ça qui arrive, là, il y a un studio qui va se dire, écoutez, nous autres, on va vous en faire des films à 300 millions, ça va être exclusif au cinéma, on va mettre l'argent, le monde va payer, ça va être les grosses productions. Tu sais, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, mais le problème, c'est que C'est une question de marché. Oui, mais je sais, mais pense à la salle. Ouais, mais pense à la salle dans le Bas-Saint-Laurent. Là. S'il y a un studio qui décide de faire ça, puis qui sort 4 films dans l'année, là. Si tu veux qu'il crisse le cinéma dans le Bas-Saint-Laurent, il ne présentera pas 4 films dans l'année, là. Tu sais, cette industrie-là. Puis je sais que je suis pas un fan de la réglementation. Je ne suis pas un fan de réglementer puis d'obliger. Mais... Dans nous trois, il y a un grand fan de cinéma puis qui collectionne les films, qui tripe sur tous les réalisateurs. Puis c'est ça qui chiale sur les cinémas puis qui trouve que c'est de la merde. Parce que moi, je m'en calisse des films de 300 millions. C'est pas grave s'ils ont le budget de Netflix. Moi, un grand film. Ouais, mais sauf que tu sais, les grands réalisateurs que t'aimes tant, là, va leur dire ça dans la face sans te faire tuer. Comment ça? Je veux dire, la plupart des réalisateurs que j'aime n'ont pas besoin de budget de 250 millions. Non, mais sauf que si tu leur enlèves les cinémas... Scorsese, il l'a fait avec le budget de Netflix, là, puis il a fait un excellent film. Qui ça? Ouais, sauf qu'il y en a combien dans la gang qui disent que pour les Oscars, là, que si ça sort pas au cinéma, c'est pas des vrais films? Moi, mais attends un peu, là. Il y a deux choses là-dedans. Avec leurs idées, là. Moi, non, mais attends un peu. Il y a deux choses. Il y a deux choses là-dedans. Là. Scorsese l'a fait, là. Mais je suis pas sûr qu'il a tant apprécié son expérience que ça, moi, d'être sur Netflix. C'était-tu, tu sais... Pas sûr que ça a été si hot que ça. Est-ce que je peux juste vous rappeler qu'il a signé son entente avec Netflix, mais il y a eu des sorties limitées dans des cinémas, puis ça avait été négocié à la base parce qu'il voulait passer aux Oscars? Oui, s'il n'aurait jamais fait ce film-là sans s'entendre-là, parce que les salles de cinéma étaient importantes pour lui, pour ses Oscars, puis c'était le médium de base. Mais oui. Puis il a rien commencé un chèque. Ça va continuer à exister, ça va rien qu'être moins gros. Ouais. Vous autres, ce que vous voulez sauver, c'est le blockbuster. Moi, je m'en fous des blockbusters. Ouais, le cinéma va continuer d'exister même sans les blockbusters. Oui, mais tu sais, je veux dire, j'en ai rendu là. Le monde va exister sans film aussi. Là. Le point, c'est pas ça. Là. C'est que la culture du blockbuster est là depuis combien d'années? Là? Je veux dire, à un moment donné, OK, on va vivre dans un monde où le cinéma, il n'y a pas... Ben, c'est ça, on va vivre dans un monde où il n'y a pas de film blockbuster. OK, c'est correct. On va bâtir un monde de cinéma là, pour les films qui font 200 000 $. Ça veut dire qu'ils sont vus par 50 000 personnes sur... on est rendu combien de milliards sur la planète Terre? C'est qu'on va y aller avec la masse. Mais oubliez jamais que tout ça est intrinsèquement lié, là. Tu sais, je veux dire, le studio qui fait des blockbusters, il fait son argent avec les blockbusters pour permettre à d'autres de faire des plus petits films. Si t'enlèves les blockbusters, là, ils n'ont plus d'argent pour le faire. Ils font leur argent. Qui c'est qui vont signer pour un film, pour un tout petit film avec personne qui y voit, là? Tu sais, je veux dire, tout le monde est relié là-dedans, là. Ils demandent d'investir beaucoup d'argent pour faire... Tu sais, c'est hot qu'Avenger ait fait 1 milliard, mais en même temps, ils ont dû mettre de l'argent en crise pour faire le milliard. Le ratio est pas bon, là. Un truc comme le projet Blair, là, qui a coûté, quoi, même pas 100 000 $ à réaliser, qui a fait 100 millions au box-office, ça, c'est rentable pour un studio. Ah oui, le ratio... Je suis d'accord avec toi, le ratio est pas bon. Mais il y a une raison pour laquelle le ratio est pas bon. Tu sais, je veux dire, le projet Blair, là, t'en as sur 600 films que tu vas faire, tu vas peut-être en pogner une fois, peut-être, même pas sûr, là. Tu sais, c'est pour ça, d'ailleurs, que les studios continuent de faire des films d'horreur. Ça lui coûte 300-400 000 puis ça rapporte 18 millions. Ils sont morts de rire, là. Exact. Mais je veux dire, ça, tu vas pogner ça combien de fois dans une année, là? Tu sais, je veux dire... Pour que des investisseurs décident de dire je mets 350 millions pour me rapporter 1 milliard, il faut qu'ils soient sûrs de le shot en tabarnak. Là. Ben, parce que vous le pensez à l'inverse. La raison pourquoi ils mettent 350 millions, c'est qu'ils savent qu'il y a une possibilité de faire 1 milliard. Ben, c'est ça. S'il n'y a plus de possibilité. Si là, tu dis, dans le cinéma, là, avec un film, tu vas topper 100 millions max, ils ne mettront plus 250 millions. Ça va être. Ils vont y aller à 25, 50. Ben, c'est un peu ce que je te dis. Ben, tu vas avoir des films comme The Old Guard. C'est correct, mais. C'est correct, The Old Guard. Ben, le film qui était tourné avec un iPhone 11. Ouais, tu sais, c'est correct. J'ai rien contre, là, on va vivre avec, Jean-Nic. C'est juste que, tu sais, on a la possibilité de faire des méga events comme Avengers. Tu sais, pourquoi on se priverait de le faire, tu sais? Puis, Denis Villeneuve a raison. T'as des réalisateurs aussi qui vont réaliser le film. Puis, tu sais, tu devrais comprendre ça, le trip de réalisateur, là. Quand tu veux filmer en IMAX, là, puis tu veux être sur un gros écran, puis tu veux partager ça. Moi, j'aime encore le partage du cinéma. J'aime encore ça aller avec vous autres au cinéma. J'aime encore la conversation qu'on a en sortant de la salle. Ouais. Avec Netflix, combien d'argent il a mis Villeneuve là-dedans? Ouais, pas une scène. C'est ça. Fait que c'est un travail d'équipe. Ça prend une balance entre les créanciers et les créateurs. Ouais. C'est de la merde, mais c'est ça. C'est une bonne discussion qu'on a. Je serais curieux d'entendre nos auditeurs à savoir... Vous aimez-tu ça encore, aller au cinéma? Ben, vous autres, Netflix, c'est bien correct, tu sais. Mais bon, j'ai hâte de voir. Fait que Wonder Woman, disponible au Canada, 30 $. Vous allez vous le louer ou... Ouais, vous le payer pour les encourager.
j'allais même pas te payer pour aller le voir au cinéma, c'est que je ne payerais pas 30$ pour l'écouter chez nous. Ah, ben écoute, je te le raconterai, là, si ça t'intéresse. Ouais. Je vais probablement Tu me parleras du bout où elle pogne des éclairs avec son lasso. Là. Ah, ça a l'air awesome, ça arrête. Totalement Là. pathétique. Ça a l'air là. cool. Ah, ça a ouais. vraiment l'air cool. Honnêtement, ce bout-là, moi, juste pour ce bout-là, ça vaut le 30$, je pense. Hey, on parle-tu un peu de bande dessinée? Ou on se clenche Mando tout de suite? On a parlé de savoir, puis on va finir avec Disney avec Mando, puis après, on va tomber sur sa BD. Ouais, fait qu'on commence Mando? On va parler de Mando. OK, Mando, 2 épisodes depuis la dernière fois dont on s'est parlé. Le premier nous a permis de découvrir ou de revoir un personnage dont on pensait pas mal que c'était lui dans la première saison. Content, pas content, bonne chose, mauvaise chose? Bouf. Hey, je te pense... Je pensais que tu allais être plus excité que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était le pire épisode. Hey, Ah, sérieusement, pas rien que ça. Tout confondu. La réalisation de Robert Rodriguez, en plus, ça fait dur là-dedans. Hein, j'adorais ça, Je moi. l'adore, Rodriguez. Je l'adore. Mais moi, j'ai trouvé que cet épisode-là était mal réalisé, sans bon sens. Sérieusement, là, je veux bien écrire que M. Boba Fett, qu'on va appeler M. Boba Fett, parce que malheureusement, il a vieilli et son armure était en sale. Il y a des bouts de métal qui dépassaient. Hey, il y avait tellement de la misère à bouger là, que j'avais l'impression d'écouter un film comme genre Taken et compagnie. Le genre de film où donner un coup de poing, ça prend 12 plans de caméra. Hey, la séquence de combat qui a duré 5 minutes, je pense qu'il y a eu 280 plans de caméra différents. J'en avais mal au cœur. J'avais l'impression d'écouter quelque chose à 120 images secondes et que c'était jamais le même frame, c'est 120 dans la seconde. Il n'y avait aucun mouvement qui était complété sur le même plan. Bon. C'était étourdissant, c'était saccadé, c'était affreux. Bon, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit pas d'accord. Ça sera moi. J'adorais ça, moi. Je trouvais ça bon, moi. J'étais content. Puis j'étais content de voir Boba Fett. Puis enfin, mon range de personnages dans lequel je vais pouvoir me déguiser en convention, ça grandit avec le temps. Là, je peux jouer Thor, je peux jouer Gimli, puis bientôt, je vais pouvoir jouer Boba Fett. Moi, j'étais bien content de le voir avec sa petite bedaine, son armure qui part vers le haut. Là. J'étais bien content. J'étais comme enfin de la place pour les gros dans cet univers-là. Mais c'est peut-être moi qui ai été aveuglé par le plaisir de retrouver Boba Fett. J'ai pas remarqué ça, moi, combien il y a de plans de caméra. Je m'en colle, dessus. Moi, j'étais content de le voir tuer des Stormtroopers, péter le vaisseau dans les airs. Puis la petite blague, c'est pas ça que je visais. Puis écoute, puis tu parles aussi de la réalisation de Robert Rodriguez, du plan des Stormtroopers, c'est qu'on débarque sur une plaine, puis que les mondes sont en haut d'une colline, puis on avance en ligne nouvelle vers le monde qui sont sur la colline. Ils sont tous morts, les Stormtroopers, d'essayer de monter la colline. Hein? Puis ils ont même essayé de monter leur mitraillette dans le bas de la colline pendant qu'ils se faisaient tirer dessus. Puis il y en a un, pendant que la roche déboulait dessus, il a même pas essayé d'éviter la roche, il a essayé de la gonner. Oui, je trouve ça super bon, moi. On dirait des CGI de jeux vidéo. Puis tu sais, il y a des... Genre, littéralement, dans l'épisode qui suit, là, il y a une shot où on voit un Stormtrooper, genre, mourir parce qu'il mange un coup de blaster dans l'épaule. Je sais pas s'il meurt, mais tu sais, on le voit voler. Oh! Et dans cet épisode-là, tu sais, Boba Fett, il pogne sa canne et littéralement, il éclate le crâne des Stormtroopers. Il les transperce avec. J'étais là, il y a comme tu sais, on voit pas de sang, mais il y a un changement de ton un peu bizarre dans l'épisode. Moi, j'ai trouvé ça cool. Et ma blonde de dire... On passe des Power Rangers avec le gun à lui qui arrive. Et ma blonde de dire, coudon, cette armure-là, elle fait-tu de quoi dans la vie? Elle sert-tu à quelque chose, man? Pour expliquer normalement à quoi sert l'armure d'un Stormtrooper, c'est ça là. Les armures sont faites pour disperser la chaleur. Donc, quand tu te fais gonner avec du blaster, c'est supposé de te protéger. Mais contre une attaque physique, ça sert absolument à rien. On l'a vu avec les Ewoks, 3-4 roches, puis c'était fini. Exactement. Mais tu sais, même dans les jeux de rôle de l'époque, ça avait toujours été expliqué. Oui, tu as une protection physique, mais c'est très minime. C'est vraiment des armures qui sont faites pour plus disperser la chaleur que d'autres choses. Ouais, mais le problème, c'est que même quand ils se font tirer dessus, ils meurent Ils ont pareil. des armures qui les protègent de leurs propres armes, mais pas du reste. Ouais, mais en tout cas, c'est un épisode qui est bizarre. Puis en plus, le bébé Yoda avec ses papillons bleus, là, on ne sait pas si c'était une référence à la série de Darth Vader de Greg Pak ou pas. En tout cas. Et là, le problème, c'est qu'il a collé quelqu'un, mais ils sont plus là. Fait que... Mais, ouais, comme je t'ai dit, c'est pas Cal Septis ou Ezra Bridger ou compagnie. Mais j'ai été content de voir que les Dark Troopers sont comme le jeu vidéo du début des années 90, milieu des années 90, c'est des robots.
Ouais. Quand ils ont collé les Dark Troopers, j'espérais que ça allait être des robots comme le jeu vidéo. Et ça a vraiment été des robots. Là, il manquait une Kyle Katarn qui arrive, puis c'est merveilleux. Mais là, on s'entend-tu qu'on s'en va vers une finale Seven Samurai, Magnificent Seven, puis ça ressemble à ça, là? Tranquillement, pas bien, toi. Hein. Pas mal ça, Il hein? va aller recruter tous ses amis, puis ils vont aller sauver Grogu. Mais l'épisode de vendredi, qui était plus court, 35 minutes, avec c'est Bill Burr de SNL qui était là. Ouais. Ce personnage-là, j'avais beaucoup aimé Mayfield dans la première saison. L'épisode de la prison que beaucoup de monde avait fait, ouais, mais cet épisode-là ne sert à rien. Mais moi, j'avais adoré. Les personnages étaient tellement intéressants dans cet épisode-là, puis la finale était tellement bonne que même s'ils ne savaient rien pour faire avancer l'histoire, l'épisode était le fun. En fait, la deuxième saison manque de ce genre d'épisode-là. Mais Mayfield, dans cet épisode-là, était génial. Quel épisode le fun. De un, on n'a pas eu de bébé Yoda, ça me fait un bien qui était incroyable. Les séquences de combat sur le truck, il fait écraser tout le monde en dessous des roues sans arrêt. C'était génial. Avec l'espèce de thrill aussi que ça peut sauter à tout moment. Là. Oui, puis sans compter que, tu sais, on a vu qu'il était même avec son Beskar en bord, qu'au début, il commençait à se battre, il bloquait les coups avec ses avant-bras, mais son armure, il pétait ses avant-bras, puis il tentait de se faire péter. Il était comme là, ouais, OK, là, je suis plus aussi invincible que d'habitude. Et la scène dans le mess des officiers est probablement l'une des meilleures scènes, je pense, de la série, au côté, je pense, psychologique. Là. L'espèce de conversation entre Mayfield, l'officier, et le Mando qui a enlevé son casque. Et toutes les répercussions de... Il est en train de revivre en direct ce qu'il avait vécu avec l'Empire et qui n'est plus capable de s'empêcher de... On va parler de ces conversations-là pour mettre un petit peu... tantôt, on va parler du fait que Mando a enlevé... c'est Jen qui s'appelle a enlevé son casque, puis les répercussions que ça peut avoir. C'est parce que j'ai trouvé ça très drôle, parce qu'il a pas dit j'ai lu une 1984, puis il y a une séquence en 1984 qui ramène au même point du pourquoi il a enlevé son casque. Mais quand Mayfield s'assit et il parle avec l'officier... Le roi de la nuit? On sait que Mayfield a déserté de l'Empire. Puis, à un moment donné, qu'il fait de la conversation, il fait comme « J'ai fait partie de l'opération Cinder ». Et le gars, c'est là qu'il part sur sa conversation du pouvoir de l'Empire, que puis c'est à partir du pouvoir puis de la peur que tu es capable de régner puis de contrôler la masse, puis que tu vois que Mayfield n'est pas d'accord. L'opération Cinder, pour faire un petit résumé, c'était dans le roman Battlefront 2. C'est la base de l'histoire du jeu Battlefront 2 qui existe sur PS4 puis Xbox. Dans le fond, quand l'empereur est mort après la deuxième Death Star, il y a un protocole qui s'est lancé qui s'appelait Opération Cinder. Il y a des espèces de drones avec une face hologramme de Palpatine qui allaient voir des officiers, des MOF, puis qui leur disaient c'est le temps de lancer l'opération Cendre. Donc, l'objectif, c'était d'annihiler l'espoir de la rébellion. Donc, lui, il y avait des satellites qui contrôlaient la météo, qui envoyaient sur des planètes clés où il peut y avoir de la rébellion ou qui sentaient que l'Empire allait peut-être tomber. Puis, il annihilait les planètes. Donc, même dans son plan, il voulait faire tomber Naboo pour effacer les traces de son passé. Donc, lui, il envoyait des flottes avec des satellites qui foquaient la température, puis ça brûlait les planètes au grand complet. Puis, il en a brûlé quelques-unes dans cette opération-là. Et il y a plusieurs officiers impériaux qui ont vu à quel point c'était un trash et ont fait de casser parce qu'ils attaquaient des villes impériales. Ils tuaient de ses propres hommes pour brûler l'espoir, pour que personne ose aller prendre ces planètes-là. Donc, si tu étais un grand bataillon de l'Empire, ils ne voulaient pas que la République embarque là-dessus, c'est qu'ils brûlaient ces villes. C'est assez hard, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes comme Mayfield qui ont déserté l'Empire puis qui sont partis. Donc, oui, c'était une phrase qui était très courte dans l'épisode, mais les répercussions, ouais, c'était ça. Mais la charge était là pareil. Tu le sentais, tu sais, même au-delà de sans la petite histoire que tu viens de me raconter, tu sentais quand même que il y avait quelque chose, puis tu sais, de la façon dont ça se dénoue aussi, cette conversation-là. Moi, j'ai adoré cet épisode-là. Bon, Boba Fett a une nouvelle armure, donc là, il a l'air moins gros. Ça, c'est la bonne nouvelle. Slave One, avec son cockpit qu'on voit qui pivote, que le vaisseau se relève. Hey, c'est bon, ça. C'était-tu beau? Et la fameuse bombe qui était probablement le seul bon bout de Attack of the Clones. Les espèces de mines qui coupent le son, là. Écoute, ça, je me souviens très bien. Tu sais, on parlait de cinéma tout à l'heure, là. Je me souviens très bien de l'avoir vu au cinéma, moi, ce bout-là de Attack of the Clones, puis d'avoir fait comme « Wow! Wow! » Et la joke de Boba Fett qui ne peut pas rentrer dans la base, ça fait comme si je rentre sans casse-tous, ça se peut qu'on me reconnaisse. Ça se peut qu'on me connaisse la face un peu. Il a déjà vu ma face ailleurs. Non, j'ai trouvé ça très bon. Maintenant, c'est l'épisode final la semaine prochaine.
Oui. J'ai l'impression qu'on va voir le combat qu'on attendait avec Gideon. C'est que là, la question qui va se passer, c'est est-ce que M. Gideon va crever et que dans la 3e saison, on va s'en aller vers un autre vilain et une autre histoire? C'est là qu'on va savoir la Ben, semaine prochaine. Moi, je prédis une chose, là, le combat, ça va être avec l'espèce de lance qui est sauvé dans l'épisode avec Ashoka. Ouais, Parce ça, que c'est à peu sûr. près tout ce qu'il a gardé. Puis ils nous ont montré dans l'épisode que la lance était capable de bloquer les sabres. lightsabers. Fait que ça va être ça qui va. Ça va être un combat corps à corps, ça, je suis sûr. Grogu va survivre. Il y a J'espère des morts que ça dans va ses être, alliés. Il y a des morts dans ses alliés, c'est sûr. Puis je serais pas surpris que Ouais. Boba Fett meure. Ah, ben, j'ai l'impression Ouais. que oui. Je pense que l'acteur ne voulait pas vraiment revenir. Ça fait que. Puis Mando a besoin d'un vaisseau aussi. Ouais, Slave One ferait un beau vaisseau. L'épisode de cette semaine, il m'a comme réconforté avec ce que j'aime de la série, puis il m'a fait haïr encore plus l'épisode d'avant. Là. Mayfield est awesome dans cet épisode-là. Moi, la prison, c'était le pire épisode de la saison 1. Puis je trouvais que justement, les personnages étaient cool, mais ils sont, comme tout le temps dans cette série-là, mal développés. En particulier dans l'épisode, le Boba Fett et la fille qui sont avec, je veux dire, ils servent à quoi à part tirer du gun? Ces personnages-là n'ont aucune personnalité. C'est le problème de la série souvent. Mayfield, ils ont été capables de le rattraper. C'est génial. La discussion, oui, c'est cool, mais moi, c'est quand il est dans le truck et il est avec Mando puis qu'il parle de... Mando, il dit « Je suis pas comme toi », mais il dit « Ben oui, t'es comme moi. Moi aussi, là, j'en ai des barrières que je me mets, mais il dit « Quand t'es dans la merde, il faut que tu prennes une décision, ces barrières-là, c'est là qu'on voit qui t'es vraiment, puis c'est variable, dans le fond, la personne qui était, puis il le prouve plus loin dans l'épisode. » Mayfield, c'est ça qu'il dit. Fait comme c'est bien bon d'avoir des principes dans la vie, sauf qu'on est tous pareils, puis à un moment donné, il faut passer par-dessus nos principes. L'important, là, hein, c'est qu'à la fin de la journée, tu te poses la question sur tes actions. Est-ce que tu vas être capable de dormir par rapport à tes actions? C'est que ce que tu as commis durant la journée, si tu as respecté tes principes, même si tu en as brisé une couple, si tu es capable de dormir le soir, tu es correct dans ton choix. C'est le résultat de l'équation. Quand il décolle et il fait sauter à la base, là, parce qu'il est en crise, ça vient comme compléter l'arc de ce personnage-là. On n'a plus besoin de le revoir jamais, même s'il est cool. Puis c'était bien raconter son histoire. Mais il y a plein de personnages qu'on ne peut pas dire ça dans la série. Là. Cara Dune, puis la fille que je ne sais pas le nom, qui est avec Boba Fett. Là. C'est qui? Je veux dire, c'est quoi l'histoire? Ils servent à quoi? Je trouve qu'il en manque là-dessus. On va donner un -1 parce que Grogu n'était pas là dans l'épisode. Mais à part ça, je dirais que c'était probablement un des meilleurs épisodes de la saison. Vraiment hâte de voir, moi, la finale, puis de où est-ce que ça s'en va. Puis, on a laissé beaucoup de portes ouvertes aussi qui ne se régleront pas dans un 40 minutes. Là. Je veux dire, t'as collé quelqu'un sur la planète, Boba Fett, qu'est-ce qui arrive avec lui? Gideon, il faut que tu règles son cas. Il y a des gens qu'il va falloir que tu ailles recruter. Puis il ne faut pas qu'il le tue, parce que là, on va avoir encore le problème que j'évoquais. Il est cool, mais il n'y a pas eu de moment où on voit ses motivations. On ne l'a pas entendu s'expliquer. Il n'y a pas de background, ce personnage-là. Il est rien cool. Ils mettent un saut cool. Ils ont donné le Darksaber. Ouais. Moi, s'ils se battent dans le prochain épisode et ils meurent, là, ça va être un face. Il ne faut pas que ça dure 15 minutes. J'ai l'impression qu'on va voir un face-à-face un petit peu comme quand Luke a rencontré l'Empereur et Darth Vader. Ça va jaser beaucoup avant que le premier coup soit donné. J'espère, parce que si c'est 15 minutes, 20 minutes de fight sur 40 minutes... Et, sans compter que la première saison, c'est un épisode double qui avait clôturé la saison. Là, on ne s'enligne pas sur un épisode double. Ça fait... Pour moi, il va frôler de 45-50 minutes. Il va falloir. Puis ça, c'est un autre des points faibles. Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont trop courts dans Mandalorian. Non, tout dépend. L'épisode de cette semaine était de 35-38 minutes. Et sérieusement, pour ce qu'il y avait à faire dans l'épisode, c'est ce que j'aime qu'il coupe ça court d'un, puis c'est un épisode d'action, c'est qu'il enlève les temps morts. Puis ça coule tout seul. Ouais, disons ça comme ça. Hey, déjà 1 heure de fête dans le podcast. Je veux absolument qu'on parle de ce magnifique ouvrage, magnifique livre qu'on attendait depuis un certain temps. 1984, oui, le roman de George Orwell, mais qui a été adapté en bande dessinée par Fido Nesti. Je le connaissais pas, moi, lui. Le connaissais-tu alors? Sérieusement, j'avais aucune connaissance d'un gars qui faisait des pochettes de films ou de trucs de genre brésilien. OK, parfait. Donc, je n'étais pas tout seul. Non, j'ai été lire sa petite bio à la fin de la BD. Ouais, c'est un gars, c'est un dessinateur brésilien, donc il n'a pas fait beaucoup de stock qui était publié partout dans le monde. Et je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur illustrateur, honnêtement, pour 1984, qui doit, je dois le dire, est mon roman préféré. Là. J'ai dû le lire à peu près 5-6 fois, là, facilement. Là. Mais... Tu pourras comprendre pourquoi. Je vais aller chercher à la fin du livre, comment il dit ça.
Il découvre 1984 à l'école en 1984 justement, et son obsession pour ce monde dystopique très proche de la réalité brésilienne d'aujourd'hui ne le quittera plus jamais. C'est que le fait que c'est très sombre et que tu lis ce livre-là, ce BD-là avec un malaise tout le long, ça explique peut-être parce que ce gars-là, c'est ce qui a l'air à vivre à tous les jours. Honnêtement, c'est du génie. Là. C'est vraiment du génie. Bon, il faut dire que le texte, on peut pas vraiment le critiquer sur le texte. C'est celui de George Orwell. Donc, si vous avez aimé le roman, mais je vois difficilement comment vous pouvez pas aimer ce qui est dans la bande dessinée. Mais c'est foutrement bien illustré. Moi, j'ai adoré ça. J'aimerais avoir vos impressions. Moi, regarde, je peux pas en parler parce que j'ai tellement, mais tellement... D'abord, le livre, il est beau, là, on va se le dire. Là. Il est bien fait. Il est épais. On n'a pas négligé le nombre de cases, le nombre de mots. On a vraiment été, là, des fois, avec des parties complètement intégrales du roman. C'est un bon livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, mais je veux vous entendre là-dessus parce qu'on s'en est pas reparlé. Peut-être avec Alan. Ah, moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller très simple. Sérieusement, je l'ai lu après-midi. J'ai décidé de clencher one shot. C'est une lecture qui frôle le 2h30, 3 heures, parce que c'est presque le texte intégral du roman. Première chose, c'est qu'en me lançant dans le texte, je me rappelais d'avoir lu 1984, je savais où que l'histoire s'en allait. C'est quelque chose qui est très lourd, c'est quelque chose qui nous rappelle souvent des parties du monde dans lesquelles on vit. Et avec la pandémie qu'on vit cette année, avec les lubies qu'on voit un peu partout sur Facebook et partout, et le monde qui parle de la dictature, je savais que ça allait être une lecture qui allait être un peu plus difficile que la première fois que je l'ai faite. Et malheureusement, l'art de Fido Nesti, la noirceur, la façon qu'il travaille les yeux de prédateur du monde, soit sont blanc et rouge, que tout sent la crasse, tout sent le malaise là-dedans. Donc, ça n'a pas vraiment aidé. Je vais te le dire, j'ai adoré lire ça, mais la façon dont je me suis senti à la fin de mon après-midi, je ne te dirais pas que c'était heureux et positif. Ah, mais non, mais ça, 84 n'a jamais cet effet-là. Là. Sauf que, avec les illustrations qu'il y a là-dedans, c'est décuplé, ça n'a aucun sens. Le poids que le texte prend avec les images, ça me jetait à terre. C'est incroyable. C'est une adaptation. As-tu remarqué le voyage des fois qu'on fait? Des fois, tu as l'impression, là, de par le dessin, que c'est la Russie des années 1930-1940. D'autres fois, ça a l'air de l'Allemagne nazie. D'autres fois, ça a l'air de notre époque. D'autres fois, ça a l'air... Écoute, tu voyages dans le temps, puis les parallèles qu'il réussit à faire avec son dessin, puis les yeux, tu parles des yeux, là, des fois, là, un simple point d'encre. Mais même les couleurs... Ça va partir du très gris, que c'est très sombre. Quand c'est très agressif, ça va être très rouge. Et quand c'est plus positif, ça va être plus rosé. Tout se joue des palettes de couleurs. Tu sais, ces personnages qui sont plus heureux, à la place d'avoir la peau grise, ils ont la peau rose. Donc, il y a vraiment... Tout est pensé là-dedans. C'est une bande dessinée qui est monochrome, mais avec un peu de rouge, mais toute la palette de couleurs est travaillée au grand complet. Honnêtement, là, ça passe ça dans une bibliothèque. Jean-Nic? Moi, je trouve ça vraiment génial. Je ne l'ai pas encore terminé, je n'ai la moitié de fait. Sur le dessin, là, moi, c'est totalement mon genre. Ça ressemble beaucoup. C'est très européen dans son approche. Américano-européen. Parce que, tu sais, on est proche du 9 cases à toutes les pages. Tu sais, comment la BD est découpée, c'est assez simple. Le dessin, ça ressemble beaucoup à ce que Tardy fait chez les Français. Qui est un auteur de bande dessinée vraiment incroyable aussi, qui a un trait, je dirais pas simpliste, mais que ça joue beaucoup dans les émotions. Tu sais, vous en parliez, les yeux, puis comment il nous fait ressentir tout à travers ça. C'est beaucoup travaillé là-dessus. Le jeu des couleurs est complètement incroyable. On se sent sale pendant qu'on le lit. Tu sais, moi, là, je me rappelle comment j'imaginais le roman quand je l'ai lu. Puis je suis en train de lire la bande dessinée, puis je suis là, les images qu'ils nous présentent, c'est extrêmement proche du ressenti puis de ce que je me faisais comme vision de ce roman-là. Ne serait-ce que Winston, le personnage, qui a une trentaine d'années, mais qui a l'air d'en avoir 58. 60, et ça, là, dans le dessin, là, on le voit. C'est ça. Là. Puis, tout est brillant. Puis même la séquence que Winston parle, où il s'est ramassé une prostituée, au début, qui présente qu'elle avait l'air une peau de lait qui était cute, puis qu'elle sentait le parfum. Puis à un moment donné, il dit, elle s'est rapprochée, puis quand il fait des zooms sur la face du monde pour montrer les traits crasseux, puis que le monde sont maganés de la face, c'est brillant.
le trait, il n'est pas fin de ses dessins. C'est pas quelque chose qui est ultra raffiné, mais ça fonctionne. Ouais. Et tous ces traits-là, puis même à la fin, quand Winston se fait ramasser par la manteau-police, la façon que son corps est massacré, comment il présente. Ah non, sérieusement, c'est quelque chose qui jette à terre parce que le texte est émotionnel et le dessin se couple avec parfaitement. Et je ne mettrais pas un bémol, par contre, je pose la question. C'est-tu vraiment une adaptation? Parce que, tu sais, j'ai ressorti le roman pour comparer, puis, tu sais, effectivement, là, dans le fond, ils ont recopié carrément là, certaines phrases. Ils ont coupé certaines phrases, mais sinon, là, c'est du copier-coller dans le c'est fond presque des phrases intégral. du roman. C'est presque intégral. Les dialogues sont intégrales et la narration l'est presque aussi. Tu sais, il y a des différences dans la traduction parce que lui, je pense qu'à la base, la version qu'ils faisaient n'était pas en français. Ils ont utilisé la version anglaise. Non, en fait, il y a deux. Excuse, je t'arrête 2 secondes parce qu'il y a 2 versions françaises en 1984. Moi, j'ai lu la première, là, puis c'est pour ça que j'ai été très mêlé, parce que dans la première, on parle de 9 langues. On parle de police de la pensée, on parle de mini-vers, mini-mour, mini. Puis là, je me retrouvais avec le texte, la deuxième version, là, celle qui a été traduite il n'y a pas très longtemps, où on a changé les termes. Là. La BD traduite aussi, et ils ont utilisé la deuxième ou la première. C'est ça, la deuxième, c'est ça. Parce que moi, je l'avais jamais vu ça. Là. C'est nouveau parler, comment ils appellent ça? Ils ont changé. Non, 9 langues, c'est l'ancienne traduction, mais ils appellent plus ça comme ça dans le livre. Là. Puis ça m'a mêlé. Le nouveau parler. Ouais, une affaire de même. Là. Mais ils ont changé les termes. Là, puis ça m'a mêlé à m'amener. Puis je me demande, parce que dans le fond, c'est tellement proche de l'œuvre originale, tu sais, je me demande qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment apporter de plus. Ben moi, je pense que... Je vais répondre à ta question. Ils voulaient peut-être apporter l'accessibilité. Parce que, honnêtement, je connais du monde qui se serait peut-être pas tapé le roman, mais que si je leur présente ça, ils vont le lire. Ben, tout dépend. Moi, de la façon que je vois ça, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a été marqué par le texte original, puis qu'il n'a pas voulu le pervertir. Donc, par respect pour l'œuvre, il a presque adapté intégralement, mais lui, il a mis son côté visuel puis ses émotions dans son dessin. Donc, oui, ça ne se lit pas vraiment comme une BD. Moi, c'est ce que je catégorie dans ma définition du roman graphique, c'est exactement ça. C'est un texte de roman avec des images en dessous. Je sais que c'est pas vraiment ça, un roman graphique, mais moi, dans ma tête, c'est ce que c'est. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que le gars avait tellement un respect incroyable pour l'œuvre, mais de toute façon, c'est pas quelque chose... vous avez déjà parlé du film. Ils ont essayé de l'adapter, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, le gars, par respect, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le texte d'origine, puis il a transposé des images pour mettre une émotion de plus dedans. Puis ça a été fait brillamment. Ben, on s'entend-tu que... Effectivement, pour n'importe qui ne voulait pas lire le livre, peut tomber là-dedans, puis découvre un chef-d'œuvre. Il n'est pas cher, là. Il n'est pas cher, là. Pour une qualité. C'est 35$ pour 220 pages. Pour une qualité de ce type-là. Là. Ouais. Hardcover. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne devez pas avoir ça dans vos bibliothèques. Mais en même temps, il n'y a aucune raison pourquoi quelqu'un ne devrait pas avoir lu 1984, même si ce n'est pas mon préféré d'Orwell. Puis la lecture de la BD me rappelle à quel point cette œuvre-là est importante, forte, universelle. Puis tu sais, c'est drôle, vous l'évoquiez tantôt. Et parfois, il va faire des parallèles avec la Russie, des fois avec l'Allemagne nazie, des fois avec ce qu'on vit présentement. Tout fonctionne. Ce roman-là est tellement fort que peu importe où dans le monde, peu importe où dans le temps, quand tu le lis, tu te reconnais et tu as l'impression, tu connectes avec. En fait, c'est la dérive. Le thème du livre, c'est la dérive de la pensée humaine et du contrôle. C'est la dérive de à qui tu laisses ta liberté, puis c'est quoi pour toi la liberté, tu sais. Moi, encore on va parler peut-être plus de ce qui se passe dans le roman. Tu sais, moi, une des scènes marquantes de 1984, ça reste quand il rencontre son voisin dans la prison, puis que son voisin est content d'être arrêté, tu sais. Parce qu'il dit que sa fille a été bien élevée. Tu sais, son voisin, il a dit je hais Big Brother pendant qu'il dort, puis sa fille l'a stoulé, puis ils vont mourir à cause de ça. Fait comme, j'ai bien élevé ma fille, j'aurais pu virer un anti-Big Brother, mais grâce à elle, je vais mourir. Hey, tu peux-tu croire ce que j'ai dit dans mon sommeil, Winston? J'ai dit que j'haïssais Big Brother. Ben oui, man, tu l'haïs, puis t'as toutes les raisons du monde de l'haïr, tu sais. Mais le gars est tellement bien brainwashé, il est en prison, puis il est déçu. Tu sais, moi, juste pour ces scènes-là, c'est un classique. Il y a tellement de bonnes choses dans ce livre-là.
puis que tu peux interpréter, puis que tu peux coller. Puis je pense que tu as raison, Jean-Nic, c'est intemporel. T'sais. Lui, il a écrit ça, il avait en tête le communisme de Lénine puis de Staline. Mais, tu sais, il y a du monde qui vont voir des parallèles avec la pandémie, là. Et puis, tu sais, je veux dire, ils travaillent dans une branche du ministère où ils prennent des anciens articles de journaux et ils changent les quotes quand Big Brother avait fait une prédiction. C'est pas arrivé. Tu sais, je veux dire, on parle de révisionnisme, on est en plein dedans. Là, ben, mettons, si on fait abstraction de la pandémie, tu sais, les statuts, est-ce qu'on devrait faire tomber ça? Encore pire, là, ça, c'est quelque chose, malheureusement, tu sais, je sais que Martin, toi, en radio, tu en as souvent parlé, que ça te blesse, ce truc-là. Je vais aller chercher, je l'ai dit. Qu'est-ce qui me blesse encore? Qu'est-ce qui me blesse? OK. Est-ce que le passé a une existence concrète à un point de l'espace? Y a-t-il quelque part un lieu du monde, objet matériel où le passé aurait encore cours? Non. Alors, où est-ce que le passé existe-t-il si tant et qu'il existe? Dans les archives où il est consigné, dans les archives et puis dans l'esprit même, dans la mémoire de l'homme. Et qu'est-ce qu'on vit depuis déjà quelques années par rapport au racisme et autres, de vouloir essayer de détruire l'histoire en détruisant les monuments, en essayant d'effacer des trucs des livres d'histoire parce que c'était des personnages qui vivaient à leur époque avec les concepts et les principes de l'époque. On essaye de les effacer. Oui. Directement là-dedans. Oui. C'est quoi la mémoire, c'est quoi l'histoire si ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler et qu'on peut effacer? Et il faut toujours s'objecter à ce genre de choses-là parce qu'à chaque pan de l'histoire que tu effaces, tu oublies une partie de ton évolution. Écoute, le moment... Mais en même temps, on va aller... 2 secondes. Je veux rien qu'il réponde à Alan, puis on va aller plus loin là-dedans. Elle est écrite par qui, l'histoire? Il y a cette question-là qu'il faut se poser aussi. Oui, là, ça apporte un éclairage là-dessus. C'est beau de dire qu'il ne faut pas effacer l'histoire, mais il faut aussi se rappeler c'est qui l'écrit, puis qu'est-ce qu'on est en train de lire, puis pourquoi on est en train de lire ça sur l'histoire. Je veux dire, quand tu es en train de lire l'histoire, là, c'est qui t'a raconte, puis pourquoi il t'a raconte comme ça? Ah, c'est des bons débats. Puis... C'est toujours des bons débats. Mais justement, le problème, c'est que l'histoire, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement audio ou vidéo. C'est plus dur de faire confiance que l'histoire qu'on vit présentement, nous autres, depuis une trentaine d'années, puis même depuis les 10-15 dernières années, il y a tellement d'archives vidéo qui existent qu'à un moment donné, ça va être plus difficile de tronquer l'histoire. Et ça a d'autres implications. Oui, mais gars, on a parlé du voisin qui était content d'être arrêté. Tu viens de me parler du passé. Moi, un autre moment dans ce livre-là qui me rend toujours comme... C'est la conversation qu'il a avec... J'oublie le nom du personnage parce qu'il le vaporise à m'amener dans... Voilà. Qui lui explique les bases du novlangue et pourquoi c'est génial. C'est-à-dire que pourquoi tu as besoin d'autant de mots pour exprimer quelque chose, puis moins t'en as, ben moins tu vas penser, puis moins tu vas penser, plus tu vas être concentré à faire ce que tu as à faire, puis à aimer Big Brother. Et là, tu te dis, man, tu regardes les réseaux sociaux aujourd'hui, là, puis les 140 caractères de Twitter, puis les emojis, puis tu te dis, Chris, c'est le novlangue, ça existe! Moi, ça me fait capoter. C'est YOLA l'honesty, hein? Ah, écoute, puis tu lis ça, puis... Et c'est cette espèce de... Et c'est ce qui est fascinant dans 1984, c'est que tu suis ce monde-là à travers les yeux de Winston. Et tu sais pas si Winston te raconte ça comme quelqu'un de... Tu sais, c'est quelqu'un qui est désabusé, là, mais tous les personnages autour de lui ont l'air de triper, à part Julia, puis Julia... Elle tripe pas sur mais elle s'en accommode pareil, tu sais. Elle fait ses petites affaires, puis elle décide de tricher le système, pas parce qu'elle veut le faire tomber, mais parce qu'elle veut vivre ses moments, puis quand ça sera fini, ça sera fini. Mais Winston, tout le monde autour de lui a l'air de trouver que c'est normal, tu sais, que ça va bien, puis que c'est ça. Même Julia, Winston en passe, parce qu'elle a l'air d'une anarchiste, mais dans le fond, c'est une petite fille pas de cervelle qui veut juste vivre sa vie. Quand il lui parle de grands concepts de la vie puis de la société, ça l'intéresse pas, elle s'endort. Elle s'endort sur le livre de Goldstein. Lui, quand il découvre enfin les réponses à ses questions, puis qu'il a entre les mains le livre de la fraternité qui est remis par O'Brien, puis il capote, puis il lit ça à Julia en pensant que, comme lui, il se rend bien compte que Julia, là, c'est une petite rebelle, là. Je veux dire, elle vit dans ce monde-là, elle se rebelle, mais elle se rebelle pas parce qu'elle trouve que le concept n'a pas de bon sens ou parce qu'elle veut renverser le monde. Elle se rebelle parce qu'elle veut juste faire ses affaires. Puis une fois que c'est fait, tu sais. Et ça, c'est... Ah non, ce livre-là, si vous avez jamais lu ça, si vous avez jamais vu ça, je pense que c'est une autre bonne occasion de replonger dans un classique, là. C'est l'idéal si vous voulez comprendre les complotistes. Ça le dit très bien, la troisième ligne de pensée, c'est l'ignorance et la puissance. Ah, écoute, les trois slogans du parti sont encore d'actualité. Tu sais, quand ils expliquent dans le livre de Goldstein que à un moment donné, pour préserver le mode de production puis le travail pour tous, ben faut être dans une guerre perpétuelle. Faut jamais arrêter d'être en guerre.
Parce que Puis sinon... comment Ben, c'est comment parce que tu fais? Tu changes l'ennemi constamment. tu changes l'ennemi constamment parce qu'un peuple qui est en guerre est un peuple qui a toujours peur. Un peuple qui a peur est un peuple qui peut être contrôlé. Puis il Tu sais, produit. Il produit aussi. Il puis travaille. c'est encore pour ça, c'est encore plus d'actualité présentement parce que, tu sais, si tu lis ça, puis que présentement, oui, on est dans une pandémie, donc on est dans une situation de peur. C'est que quand tu penses au monde qui font comme, c'est sûr qu'on est contrôlé, c'est le Great Reset qui s'enligne. C'est que même en leur disant, ouais, vous êtes un peu fucké, sauf que le concept s'applique quand même. En situation de peur, ça peut déclencher un instant de faire comme, je suis-tu contrôlé ou pas? Non, c'est la peur de ne pas être totalement libre. Puis après ça, c'est la question de savoir qu'est-ce que être libre. Puis là, par rapport à la peur, comme les autres, ils disent, à un moment donné, ils disent dans le livre que possiblement que les bombes sont garochées sur la Grande-Bretagne. C'est probablement eux autres qui se garochent dessus pour inciter la peur. Donc, est-ce que tu peux faire confiance aux médias? Est-ce que tu peux faire confiance à ce qu'ils en pensent? Parce que l'information que tu as, qui te l'apporte puis d'où ce qu'elle vient? Puis quand tu sais en plus que... puis tu sais, toute la phrase sur les prolétaires, tu sais, je me souviens plus de la phrase exacte quand il dit les prolétaires ne pourront se rebeller que lorsqu'ils vont le savoir, puis ils vont le savoir juste quand ils se seront rebellés. C'est comme... Il n'y a pas d'espoir. Et c'est pour ça que justement qu'il parle avec le néo-parléo. Plus tu rends une population crasse et imbécile, tu les sous-nourris pour qu'ils soient faibles, tu leur enlèves l'éducation, donc comment veux-tu qu'ils se révoltent? Tu vois, ça, c'est un des bouts qu'il n'y avait pas dans BD qui est très présent dans le livre, c'est-à-dire cette espèce de création de rareté qui maintient le prolétaire ou encore l'individu dans une recherche constante de quelque chose de ridicule. Tu sais, exemple, dans le livre, il n'y a plus de lame de rasoir, on a fait exprès pour qu'il n'y en ait plus, fait que le monde, il pense à quoi dans les journées? Aux lames de rasoir. Aux lames de rasoir. T'sais, mais ça, dans la BD, c'est un peu moins présent. Mais dans le livre, c'était du génie. Puis ce que Winston explique dans le livre, c'est les lames de rasoir. La semaine d'après, c'est le chocolat. Puis la semaine d'après, c'est les boissons gazeuses. Puis la semaine d'après, c'est le gin. Puis la semaine d'après, il y a toujours un produit qui est en manque, qui fait en sorte que le prolétaire, il se pose pas de questions. Il se demande comment il fait pour trouver ce produit-là. T'sais. Mais... J'ai l'impression, c'est un truc qui a été écrit en 1948. Puis à tous les 5 ans, le monde doit comme faire « Oh my God, ce livre-là, t'es tellement en avance, puis il a tellement raison. » Fait que je dirais, si vous êtes quelqu'un qui habite quelque part sur la planète et que vous êtes temporellement quelque part, il faut que vous lisiez ça. Ça se démodera jamais, je pense. C'est impossible. Tout dépend si tu te ramasses dans l'univers de la Fédération. Tu vas faire, voyons donc, le monde a déjà vécu de même. Ah oui, mais tu vois... Ça, là. Et dans Star Trek, que ça marche plus vraiment, parce que c'est un référent au passé. Mais ça, c'est un excellent point parce que, tu sais, on parle de dystopie dans le cas de Orwell, puis dans bien des choses qu'on écoute, puis qu'on vit, puis qu'on lit, on parle de dystopie. Mais Roddenberry est un des rares qui a fait dans le positivisme. Dans l'être humain est capable de meilleur. C'est un des rares. Oui. C'est pour ça que j'ai hâte que tu écoutes la 3e saison de Star Trek Discovery, parce qu'il y a tellement de positivisme et d'amélioration de la société que tu écoutes cette série-là, puis ça va te direct au cœur. Mais toi, la 3e saison? Ouais. Est-ce que Martin a terminé la 2e? Non. Hey! Va-t-on parler de Jeff Lemire d'ici la fin du podcast? C'est toi qui vas l'emmener, mais Martin, tu sais que les vacances de Noël s'en viennent. Hein? Je vais avoir juste en faire. C'est juste une dizaine d'épisodes. Hein? C'est quoi qu'on avait fait? Un an, on avait promis un épisode spécial sur la 2e saison de Discovery. Est-ce que tu vas nous faire chier puis pas faire pour le 3e? Peut-être. On verra. Hey, j'ai le goût de terminer avec les poisons. Qui veut commencer? Ben, je peux commencer. C'est pas des poisons. Ouais. Okay. On a parlé la semaine, là, 2 semaines. Okay. C'est des listes d'achats de Noël. Je vais faire un léger poison avec une liste d'achats de Noël par après. Mon premier poison, mon poison, en quelque sorte, ça va très vite. CD Red Project qui vient de lancer cette semaine Cyberpunk 2077. J'ai l'impression que c'est un jeu où je vais perdre encore beaucoup d'heures. C'est un jeu qui est vraiment quand même relativement beau. Qui a de l'air d'avoir des skill trees, à plus savoir quoi faire sur comment tu peux monter ton personnage. Donc, au niveau de la rejouabilité, le monde qui tripe vraiment va pouvoir refaire souvent le jeu. C'est un univers cybernétique qui est vraiment très beau. Un open world qui a de l'air est assez vraiment ouvert si vous avez le genre. Le gros bémol qu'il y a peut-être sur le jeu, c'est qu'il a été monté pour PC. Quand on joue sur console, on le ressent beaucoup. Et malheureusement, pour les gens qui ont des PS4 et des Xbox One, le jeu n'est vraiment pas optimisé pour ça. Il est rempli de bugs et il est injouable. Donc, ça, c'est un gros
moins, mais honnêtement, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça. Un jeu très beau, un univers qui est incroyable. Et pour ma recommandation de cadeau, je vais y aller. On a parlé tout à l'heure de Denis Villeneuve avec son Dune. On a souvent parlé du fait que le roman est quelque chose qui est très dur à lire, que c'est dur d'avoir une immersion totale parce que c'est un lyrique qui est compliqué, c'est des concepts qui sont durs et c'est surtout de se mettre le visuel de quoi a de l'air l'univers. Il y a quelques semaines, la première partie de l'adaptation en BD de Dune, donc ça s'appelle vraiment Dune The Graphic Novel Book 1. C'est illustré par Roald Allen et Patricia Martin. C'est publié chez les Abrams Comics Arts. Donc, le premier volume qui est sorti vaut environ 30 $. C'est un hardcover de pas loin de 200 pages. Les dessins sont sublimes. C'est une adaptation finalement de Dune 1, là, les 2 premiers romans qui ont été séparés par la suite. C'est n'importe qui trouve que la lecture de Dune est trop compliquée, que le concept est trop dur, puis que le roman les a endormis, tombés là-dedans. On en manque-tu pas mal? Ben, c'est pas mal intégral. Je l'ai feuilleté, ça a l'air d'être très, très intégral, honnêtement. Là, je pense pas que vous allez manquer grand-chose par rapport. Ou sinon, il faut que vous allez lire la BD. Si vous décidez de tomber dans le roman, vous allez avoir les repères visuels. Ouais, c'est ça va aider. C'est que souvent qu'on lit quelque chose qui est lourd, avoir un repère visuel aide la mémoire. Effectivement. Donc, sérieusement, il n'y a aucune raison de ne pas tomber là-dedans. Si vous vouliez lire Dune, c'est votre chance de vous lancer là-dedans pour quelque chose qui... Plutôt que prendre peut-être 6 heures à lire, vous allez prendre 2 heures, ça va être fini. Hein. Effectivement. Vous allez avoir du fun. Hey, je vais y aller parce que je veux finir avec Jean-Nic. Moi, je vous propose dans mes poisons cette semaine In Pop We Trust. Je suis tombé là-dessus à Job, livre de Marianne Chilen. Et c'est une philosophe en France qui apparaît dans plusieurs émissions de télé là-bas. Et elle se spécialise dans la culture pop. Et elle, ce qu'elle dit, c'est attention, c'est pas parce que vous aimez Game of Thrones, que vous aimez Harry Potter, que vous aimez Star Wars, que vous n'êtes pas familier avec des grands concepts de la philosophie et que vous êtes du monde pas intelligent qui comprenez rien. Oui, les blockbusters sont faits pour faire de l'argent. Oui, des fois, ça peut être abrutissant. Mais il y a aussi des grands parallèles avec des concepts de philosophie très concrets et elle les déterre pour nous. Écoute, lecture tellement facile à faire, là. C'est 4 à 5 pages par film et elle nous explique une grande leçon de philosophie d'un grand philosophe à partir de ce film-là. C'est du génie. Exemple, elle va y aller avec le film, on va y aller avec Voldemort. Est-ce que le futur n'existe-t-il que dans ma pensée? Et elle parle de toute la prophétie après que Voldemort essaie de contrer à travers les livres. Et elle nous explique que ça vient de Cicéron, de Aristote. Et elle nous fait les parallèles avec les grands textes des grands philosophes. Elle va y aller avec Gollum. Un acte vertueux est-il véritablement possible? Elle, ce qu'elle se pose comme question, c'est si je vous donne un anneau qui vous permet de faire ce que vous voulez, une fois invisible, est-ce que vous allez être vertueux ou, au contraire, tous les hommes vont en profiter? Et elle... jamais dans les douches des filles. Jamais. Et jamais. Elle prend donc ses inspirations de Platon, La République. Écoute, c'est comme ça tout le long du livre. C'est vraiment intéressant. Dark Vador, exister, est-ce apprendre à mourir? Et là, elle parle le débat philosophique sur ce qui a mené à la création de Darth Vader, c'est cette peur d'Anakin de mourir et qui, au final, va avoir perdu son humanité. Et elle prend ses notes dans Épictète et Marc Aurèle, les stoïciens. Elle compare les Jedi aux stoïciens, elle nous explique tout ça. Écoute, c'est du bonbon. Moi qui ai détesté mes cours de philo au cégep pour vouloir, genre, me crisser dans le mur puis me mettre en feu, j'ai jamais réalisé à quel point j'avais lu de grands classiques sans le savoir. C'est comme un dictionnaire où tu découvres « Ah, OK, ça, là, l'inspiration du réalisateur, c'était là qu'il l'a pris. » Et tu plonges dans toutes sortes de choses. Écoute, j'ai lu ça là, en une soirée. C'est rare que je me tape ce genre de livre-là en une soirée, là, mais je l'ai fait. Puis tu peux sauter les films qui ne t'intéressent pas. Si c'est une série que tu n'as pas vue ou que c'est une leçon que tu te dis « Bah, ça, je pense que je l'ai pas mal compris, ça ne m'intéresse pas. » Tu skippes 2-3 pages, tu passes à l'autre. Tu sais, Matrix, avons-nous accès au réel? C'est vraiment intéressant. Là. Elle nous explique tous les concepts de la caverne, évidemment. Elle nous parle de Descartes. Elle nous parle... Et j'ai vraiment, mais vraiment adoré ça. Et je me suis promis d'aller chercher d'autres de ses livres parce qu'elle a fait la même chose avec les films de Disney. Elle en a fait un autre sur Game of Thrones uniquement.
Elle en a fait un sur Harry Potter aussi uniquement. Je suis tombé là-dedans, j'ai fait comme wow, c'est vraiment, vraiment un petit plaisir coupable. Là. C'est pas très long à lire. C'est cool. C'est honnêtement vraiment cool. J'ai vraiment La aimé ça. philosophie pour les nuls, pour le monde qui ne va pas lire les grands philosophes. Ben oui, puis ça me rappelle aussi, il y a quelques années de cela, il y avait un prof de philosophie aux États-Unis qui avait fait la même chose avec South Park. Il avait passé tous les épisodes de South Park et les leçons qu'on en tirait dans chacun des épisodes et à quel grand philosophe étaient reliés ces leçons-là ou ces questionnements-là. Puis, écoute, c'est vraiment, vraiment du génie. Puis, elle prône vraiment la culture pop. Elle dit la culture pop doit coexister avec les grands auteurs. Elle ne doit pas être dénigrée par ceux qui préfèrent les grands auteurs. Si tu as découvert de la philosophie à travers Harry Potter, c'est super. Puis on devrait juste te dire où est-ce qu'ils l'ont pris, puis t'en emmener un petit peu plus plutôt que de rire de toi puis de te dire que tu lis de la merde. Et ça, moi, c'est un discours qui me plaît beaucoup. Beaucoup, 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 parce que je me sens gnochon dans la vie. Fait que je suis bien content de savoir que finalement, je suis pas si gnochon que ça. Donc, très, très beau livre. Puis tu sais quoi? Ça va être ma suggestion de Noël aussi. Si vous avez quelqu'un qui tripe sa culture pop, ben vous pouvez lui amener ce livre-là, puis je suis convaincu qu'il va faire de belles petites découvertes. Voilà. Ben, écoutez, les gars, j'aimerais beaucoup dans mon bas de Noël retrouver une Pop with Rock puis la bande dessinée de Dune. Fait que message lancé. Ah oui? Ah bon? Dans ce même bas de Noël, il faut y rajouter. Hey, je vais vous parler, je vais faire ça rapide. Série télé puis une bande dessinée. Pas de Jeff Lemire cette semaine. Vous avez la paix. Hey, on a notre premier épisode sans Jeff Lemire. Ouais, on en parle quand même. Il est quand même là. C'est un être omniscient. Il est au-delà de nous, même si on n'en parle pas. On reviendra sur lui dans 2 semaines, je vous promets. Série télé, j'en parlais avec mon rôle de confinement papa. On a la chance d'écouter des milliards de séries télé. Moi et ma conjointe, on s'est replongé dans Buffy the Vampire Slayer de Joss Whedon. On est en train de les dévorer. Là. On est au milieu de la saison 3. Ça fait quand même un moment. Ça fait peut-être une dizaine d'années que j'avais écouté ça. C'est le magnum opus de Joss Whedon. J'ai un fun fou à retomber dans cette série-là, puis ça me donne le goût d'acheter parce que ça crée un univers qui est vraiment incroyable, Buffy. Il y a la série Angel qui est le spin-off qui a décollé après. Il y a eu 7 saisons de Buffy, 5 saisons Mais le format, as-tu bien vieilli? Parce que c'était une époque où il y avait quoi, 24-25 épisodes par saison, à peu près? Là? Oui, bien, étonnamment, oui, c'est ce qui me faisait peur parce que je me disais, mon Dieu, qu'on n'est plus là. C'est des épisodes de 50 minutes puis 22 par saison, mais il y a un bon mélange entre. C'est un peu comme X-Files, dans le fond. Il y a un bon mélange entre les épisodes qui sont le quart de la saison puis les épisodes Monster of the Week. Puis même dans les petits épisodes Monster of the Week, les personnages évoluent beaucoup dans cette série-là. C'est la force de Joss Whedon, le scénario puis les dialogues qu'il va écrire. Puis ces personnages bougent beaucoup à travers la série. Puis ça, je te dirais, c'est pas vrai que ça n'a pas bien vieilli. Ça vieillit, mais ça vieillit bien. Puis c'est encore aussi sympathique qu'à l'époque. Puis, la série a eu de la chance. Ça a été arrêté après 7 saisons. Il a pu faire sa fin, mais il voulait continuer. Puis il y a une bande dessinée. Ils sont allés jusqu'à la saison 11 dans les BD. Puis ça clôt, dans le fond, la série. Fait que si vous avez trippé, ben, vous avez la chance de pouvoir continuer à voir ces personnages-là évoluer. En tout cas, souvent, les coffrets DVD ne sont pas très chers. Là, c'est assez accessible. Ils ne sont pas sur Amazon Prime, la série au grand complet? Ah oui, sur Amazon Prime au complet. Les Buffy et les Angel. Bon, fait que là, tu sais. Deuxième suggestion. On ne parle pas souvent de BD européenne. Je vais vous parler de la casse des Métabarons. C'est probablement ma BD préférée européenne. C'est du Jodorowsky. Quand j'ai découvert ça au cégep, la première image qui m'était venue en tête, c'est une rencontre entre Star Wars et Dragon Ball, mais ça a été écrit par Shakespeare. Puis je suis en train de le relire présentement, puis je me dis, c'est exactement ça. Les dessins sont incroyables. On suit les métabarons, dans le fond, qui sont comme des espèces de guerriers intergalactiques hyper puissants. Puis chaque BD, c'est tout le temps le conjoint, sa conjointe. Après ça, le descendant, sa conjointe. La descendante, son conjoint. Dans le fond, c'est 8 numéros. C'est tout le temps, on suit 2 générations. Et c'est incroyable, tous les thèmes philosophiques qui sont abordés là-dedans. Le niveau d'action, c'est incroyable. Jodorowsky a développé un univers dans lequel on veut se perdre, on veut apprendre à connaître toutes les civilisations, tous les personnages qu'il développe. C'est vraiment du bonbon. Je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Ça a été écrit en français à la base. Il y a une édition anglaise
qui fait le total comme un petit omnibus, là, parce que dans les éditions françaises, c'est de la BD européenne. Les 8 numéros vont vous coûter 25 $ chaque à peu près. Il y a un omnibus en anglais, hardcover, qui est super beau, qui est en version anglaise, donc la version est dénaturée, mais pour 40 $, je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa bibliothèque. La casse des Métabarons par Jodorowsky, sautez là-dessus. Bon, Alan. J'en ai qui essaie de me le faire lire, puis j'ai catégorisé ça après 25 pages du Rob Liefeld pour les pauvres. Oh! Ah, j'ai détesté ça de façon... Rob Liefeld, c'est déjà le plus pauvre. Ah non, mais ça, la case des Métabarons, c'est 10 niveaux de pauvreté plus bas. Arrête donc! J'ai détesté ça, et Marc Gagnon va me tuer. Ah, mais c'est correct, on pourra pas le mettre dans ton bas de Noël, c'est bien correct, ça. Ouais, Ah, viens sûr et m'aider, certain. Marc, là, viens hyper la récale les Métabarons. On vient de sauver une... On vient de sauver une quarantaine de $. Il n'y a aucun problème avec ça, Jean-Nic. Moi, je m'obstine pas avec ça, pas en tout. Hey, mais si on se retrouve dans 2 semaines? Ouais, dans 2 semaines, on va checker ça parce que c'est la fin de semaine de pas de Noël. Ouais. Ah ouais, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? C'est ce que j'ai dit de pas de Noël. C'est sûr qu'on va s'en reparler. Ciao, bye! Hey, salut! Salut.